Salut. Incroyable! Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Tu vas voir ce qu'il regarde? Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros, ces salauds-là. Vous savez ce qu'il regarde? Quoi? Nous. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 9 de C'est quoi le cinéma. Aujourd'hui un épisode très court pour ce qui est de notre partie parce que ça sera découpé en deux parties. Une partie à Deauville où on sera en compagnie de Thierry de Pincin. Pour cet épisode nous sommes en petite équipe parce que une équipe d'habitués. Donc, nous avons le grand gagnant des Monsieur Personne depuis déjà plusieurs épisodes, celui qui ne cesse de proposer des films pour chaque épisode du podcast, c'est Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour. Bonjour le plus bref de l'émission. Mais c'est une émission brève, donc je m'adapte. C'est vrai, exactement. C'est tellement bref que je vais vous présenter de façon bref le Vince qui est encore et toujours en notre compagnie. Comment ça va, Vince ? Bah ça va, hein, fidèle au poste. Écoute, après ces vacances qu'on a pris à la rentrée, voilà, on fait les choses comme on veut ici apparemment. Oui, après, toi, t'as réclamé un épisode pendant tout le mois de septembre, mais ça, on va pas le dire. Et il y a également, et le dernier de ce mini-groupe, William, qui est également présent avec nous. Comment ça va, William ? Ça va. Putain. J'ai vu Inexorable, j'ai pas aimé, mais ça va. Ah oui, tu te sens obligé de le préciser. Ah purée. Bon bah ça part bien, l'épisode part sur une très bonne ambiance à tel point où on va parler de plusieurs films du présent dont Halloween Ends, ce qui va ravir certains présents dans le podcast comme William, également de Novembre de Cédric Jiménez, ce qui va ravir l'extrême droite, et Sans filtre de Ruben Östlund, ce qui va ravir toute la croisette et les riches qui aiment se foutre de leur gueule eux-mêmes. On va également partir à Deauville en compagnie de Thierry pour parler des films de la sélection, de la première moitié des films de la sélection, car on n'a pas eu le temps de tourner la deuxième parce qu'on était bourrés, et également de Joël Seria avec son film Mais ne nous délivrez pas du mal, choisi par évidemment Mathias qui a eu l'honneur de le choisir pour la 50e fois en gagnant un Monsieur Personne. C'est le programme de ce C'est quoi le cinéma, épisode 9. Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Après ça, mon château. Parle-moi un peu de ma personne. Vous êtes... Boudéric. Est-ce qu'on a pu rire au bureau avec ça? Ton esprit doit rester concentré sur ce qui se joue ici et maintenant. Mais Maître Yoda a dit que je devais être attentif au futur. Connard, tu te crois peut-être dans un film de Yakuza? Ce futur est presque révolu. Mais il n'est pas perdu. Demain, tu me diras merci. Et pour commencer cette émission, on va parler d'Halloween Ends de David Gordon Green. Cette fois, c'est la fin. T'es venu jusqu'ici pour me tuer, alors te gêne pas, vas-y. 4 ans après les événements d'Halloween Kills, Laurie vit désormais avec sa petite fille Allison et achève d'écrire ses mémoires. Michael Myers ne s'est pas manifesté ces derniers temps, mais après avoir laissé l'ombre de Michael planer sur le cours de son existence pendant des décennies, elle a enfin décidé de s'affranchir de la peur et de la colère et de se tourner vers la vie. Mais lorsqu'un jeune homme, Cory, est accusé d'avoir assassiné un garçon qu'il gardait, Laurie devra affronter une dernière fois les forces maléfiques qui lui échappent dans un déferlement de violence et de terreur. J'ai envie de laisser la parole à Vince qui l'a vu bien avant nous en projection presse. Qu'est-ce que t'as pensé d'Halloween Ends, Vince ? Eh bien, ma première pensée au générique de fin, c'était que c'était surprenant.
je ne m'attendais pas à ça. Euh, En fait, on a un film Halloween qui est censé conclure donc l'histoire entre Michael Myers et Laurie. Et on a sur 1h40 à peu près 1 heure de film sans Michael Myers, quelque chose comme ça. Bon, c'est audacieux. Pourquoi pas sur le papier? Je trouve que Là, c'est surtout que la promo, elle vend vraiment le fait que c'est un affrontement pendant 2 heures, quoi. mais la promo ne se base que sur les 15 dernières minutes. Ah oui, donc... Bah, l'affiche du film, vraiment. Oui, aussi. L'affiche du film aussi. C'est très mensonger à ce niveau, je trouve. Mais bon, le personnage de Cory est plutôt intéressant sur le papier. Moi, j'aime bien l'idée que le mal est insidieux et arrive à se transmettre comme ça entre les êtres humains. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans la filmographie de Carpenter, hein, si on parle de son héritage hein, pour Halloween. Mais enfin, dans l'exécution, c'est un peu plus laborieux, quoi. Donc, c'est plus que laborieux, même par moments, je trouve que c'est assez ridicule. Mais bon, donc je sais pas trop comment me placer en fait vis-à-vis de ce Halloween Ends. Je le trouve pas foncièrement nul, mais il y a beaucoup de choses qui marchent pas, quoi. Voilà, je retiens quand même l'audace d'avoir tenté un truc pareil, surtout pour le dernier film de la saga. Mais voilà. Je- Bah moi Bof, bof. je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi je partais en prévision parce que tu nous avais déjà fait un retour en privé comme quoi c'était assez surprenant. Moi je sais que Margot elle m'avait dit de toute façon on voit que ça va être surprenant dès les premières notes de musique du film pendant le logo Universal. Et c'est vrai, c'est assez particulier. Moi je dois avouer que j'aime beaucoup l'introduction du personnage. L'ouverture est bien, ouais. C'est vraiment bien, je trouve. Qui est une super scène. Ensuite, on a le fameux générique. Et ensuite, après, après le générique, bizarrement, tout devient très générique. C'est-à-dire qu'on rentre dans une petite banlieue avec des petits couples qui sont en train de se former. Une écriture très téléfilm TF1 de l'après-midi. Je trouve un peu sévère. Moi. De quoi? Je trouve un peu sévère, là. Ah non, Sur non, TF1. franchement, en fait, il y a vraiment cette écriture des personnages où ils sont vraiment tout lisses, ils ont un point A, ils doivent partir à un point B, et même les dialogues, j'ai trouvé que c'était très enfantin, très adolescent pendant toute cette partie-là, et surtout la romance entre Cory et Allison, la petite Bah, fille de- surtout que, enfin, je veux dire, ça fait vraiment très romance teen Fifi movie Freddy, quoi, ouais. Twilight, En en fait, mode qui est le plus dark des deux. Mais elle, enfin, ils ont sérieusement fait en sorte qu'elle devienne infirmière et qu'elle doive réparer le pauvre Cory. Le problème, c'est qu'en fait, c'est une relation que tu retrouves, mais dans beaucoup de slashers de films des années 80. Et pour le coup, qui est pas trop mise à jour, quoi. T'as l'impression que c'est un peu en Un peu décalage. ringard, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ringard. Mais bon, après, ça n'empêche que ma première pensée, quand je me suis retourné après de mon pote, j'ai fait, mais on dirait un téléfilm. Euh, Avec cette petite ambiance horreur qui plane par au-dessus. Et à un moment, dans le Ça film. plane pas assez, c'est ça le truc, je trouve. Bah non, mais pas assez. Mais tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois, il y a un esprit en haut qui plane. Ouais. Mais ça, tu le ressens plus après 40 minutes de film où tu as une première scène qui te tease Michael Myers en mode il est dans. Oui, avec un léger travelling sur une bouche d'égout, quoi. Ouais, mais c'est c'est ça. tout. Mais non, mais il y a plusieurs trucs comme ça. Après, il y a la radio qui est comme quoi l'ombre de Michael Myers plane sur la ville et tout. Ouais. Et En à un fait, le moment- film, il est un peu. Oui. Tu vois, genre, le film, il est un peu construit quelque part comme le romança, tu sais, de Stephen King avec Ouais, Pennywise, le clown. Bah là, c'est Michael Myers, quoi, dans le film. Bah, en fait, C'est un peu bizarre. ce serait une bonne façon d'écrire un premier film Halloween, en fait, pour te teaser un méchant que tu ne connais pas. Mais en fait, là, tu as envie de voir Michael Myers découper des gens, surtout que Halloween Kills, c'était ça. C'était, vas-y, Michael Myers, il va te découper les gens à la tronçonneuse, et ça va être ça pendant 1h30. Là,
là, tu as envie de voir ça et finalement, tu ne l'as pas avant une bonne heure 20 de film. Mais bon, après 40 premières minutes, on rentre dans un deuxième acte qui plane, qui est vraiment entre le premier acte et qui est entre le troisième en fait. Non, en gros, j'arrive pas. Oui, c'est le deuxième acte, du coup, entre Oui, le non, premier et le troisième. non, mais je veux dire même en termes d'ambiance, c'est-à-dire qu'on va rester du côté de la romance un peu la ringarde, mais on va alterner avec des scènes de Michael Myers, donc notamment son premier meurtre dans le film, et la folie de Corey qui commence à prendre le dessus. Et donc du coup, ça crée une ambivalence dans l'ambiance qui m'est un peu intéressante, même si j'aime toujours pas l'ambiance ringarde du couple, etc. Et après, on a une troisième partie. Où là c'est Halloween Kills au début de la troisième partie avec un Corey qui prend la relève en fait pour pas Ouais. avec un Corey qui prend la relève et là j'ai plutôt bien aimé, on retrouve ce côté un peu ludique sympa, fun de Halloween Kills sans vraiment être poussé à fond. Enfin il y a que deux meurtres qui sont vraiment intéressants, notamment celui de la radio. Oui, mais enfin bon, on veut voir Michael Myers, pas Oui, bah c'est ça, c'est... clone, quoi. On est toujours dans cette semi-ambiance, on n'a pas trop envie de voir ça, mais ça reste cool à l'écran. Et après, on a le fameux affrontement qui... il dure 5 minutes, quoi. Ouais, c'est un peu après, court. l'affrontement en lui-même, bon, je le trouve pas incroyable, mais il se tient à peu près correctement. Le truc, c'est que c'est amené comme un cheveu sur la soupe. Ah oui, T'aurais non, mais pen- c'est... t'aurais pensé que justement pendant tout le film, il te tease le truc, fasse un peu monter la pression et tout. Là, enfin, j'ai l'impression que 15 minutes avant la fin, le réalisateur s'est dit: Oh, oula, j'ai oublié d'amener Michael en face de Mais Laurie. c'est Il va là arriver aussi que par magie comme qu'on se ça. rend compte des problèmes d'écriture du film, que ce soit Ah ouais. dans ce que tu dis, mais aussi dans les dialogues. Enfin, à un moment, sans trop spoiler, il y a quelqu'un qui est mort par terre. Une autre personne va accuser la personne qui est juste en face de la Ouais. personne morte qu'elle l'a tuée, et elle pourrait se justifier avec juste un masque qui traîne à côté, et jamais elle le fait, et ce qui m'emmène vers autre chose. Enfin, c'est un film qui dure 2 heures, Ouais. qui pourrait durer Ouais. qu'1h20, 1h30, et en étant une pure boucherie, mais ça l'est pas, et c'est décevant ça. Après, voilà, je passe pas un mauvais moment. Non, moi non plus. C'est Mais... plutôt bien filmé, ou la photographie est plutôt intéressante par moment, mais Bien filmé, je dirais que ça va, mais le trouve beaucoup moins bien inspiré que les deux précédents, moi, dans la mise ah en scène. oui, non, il est moins inspiré, mais pour moi, ça reste au-dessus de la moyenne des films d'horreur actuels. C'est-à-dire que Ouais, bon. on n'est pas non plus dans du, comment je pourrais dire, dans du jumpscare à outrance et tout ça. Enfin, Ouais, ouais, et ouais. même c'est plutôt ludique à regarder parce qu'on a envie de savoir jusqu'où ça va aller. Et on a surtout envie de savoir où est Michael Myers, mais voilà, Halloween Ends, c'est pas terrible, mais ça passe, quoi. C'est décevant pour un film qui doit clore une saga, quoi. Petit mot aussi sur la bande-son de Carpenter. C'est pas mal, mais je suis un peu déçu parce que je trouve qu'il y a moins de titres intéressants que sur les deux précédents Ah, il y a films. clairement moins de titres de Carpenter dans le film, mais par contre, ouais, le peu qu'il y a, ça va. Ouais, ouais, mais il y en a que deux ou trois, quoi. C'est tout. Il y a une On va reprise pas dire, hein. du thème d'Halloween qui est plutôt pas mal. Je pourrais plus dire à quel moment, mais je sais que je me suis un peu enjaillé parce que c'est le thème Halloween un peu remasterisé, électro, Ouais. qui est plutôt pas mal, mais après, Mm. ouais, c'est vrai que même ça, on aurait pu s'attendre à mieux et il s'est pas trop bougé. Ouais. Will, pour conclure? Bah écoute, moi je suis pas du tout fan des deux autres Halloween, donc c'est pour ça je pensais pas même le voir à l'origine. Et bah c'est vrai que moi j'étais assez surpris aussi par le parti pris du film de d'inverser un petit peu la situation, je veux dire, avec un nouveau personnage qui pourrait incarner le mal, qui pourrait justement se transformer en un nouveau Michael Myers. Et dans l'idée, moi je rejoins Vince, c'est vrai que je trouve l'idée hyper intéressante. Et je trouve même qu'il y a un effort quand même de donner un peu d'épaisseur au personnage, même si c'est maladroit. Et que c'est pas formidablement écrit, quoi. C'est vrai qu'il y a des dialogues qui sont pas exceptionnels.
Mais voilà, moi, c'est vraiment ces intentions-là que j'ai trouvé intéressantes. Pour le coup, les personnages entre eux, bon, je trouvais qu'il y avait quelques scènes plutôt marrantes et plutôt bien. Après, ouais, c'est sûr que Michael Myers, c'est un peu... je sais pas, c'est un petit peu comme dans les derniers films Star Wars ou Jurassic World, quoi. Il est là pour dire d'être là et il Bah, sert pas à grand chose dans le récit, donc c'est un peu con, quoi. Surtout que c'est le personnage principal d'une saga. pour vous dire, Bah il est aussi présent que les dinosaures dans Jurassic World 3. Ouais, non, mais ouais, c'est un peu n'importe quoi. Et ouais, sinon, vraiment, gros plus pour la scène d'intro, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé enchaîner avec le générique. Je crois que c'était vraiment bien. Et pour le coup, ouais, c'est bien filmé, donc j'ai kiffé. Après, il n'y a pas beaucoup de scènes de meurtre. J'ai vu ça, je m'attendais à avoir une tuerie après. Hein. Ah, moi aussi, franchement, ça m'a sorti bien vu. Hein. Et après, Ouais, c'est vrai qu'après, c'est vrai que ça repart un peu. Mais en soi, si je dois Un être peu honnête, plat, c'est la quoi. seule scène que je vais retenir du film, hein, la scène d'intro. Ouais. Après, le reste. Moi, en vrai, avec le recul, j'ai un peu de mal aussi avec bah justement, le personnage, putain, comment elle s'appelle? C'est Laurie, non? Laurie Strode, ouais. Voilà. En fait, j'ai un petit peu du mal, c'est l'idée que le personnage finit seulement par se dire, voilà, il faudrait que ma fille le côtoie absolument pas, ce mec. Seulement à partir des 3 quarts du film, pour moi, elle aurait dû se manifester, tu vois, un petit peu plus avant. Genre, elle est vraiment pas très préventive. Elle aussi, elle est absente. Hein. On parle de Michael Myers, mais Laurie Strode. Ouais. Donc ça, j'étais un peu... Elle est vraiment je sais pas, ça m'a pas totalement convaincu. De Desperate Housewives pendant la moitié du film, quoi. C'est. Elle joue Ouais. un moment dans un quartier et elle fait pas trop quoi. Elle fait pas trop. Final Girl quand on l'a connue même à l'hôpital, tu vois, quand elle faisait rien, c'est plus badass quoi. Par contre, je me suis posé une question, c'est vers la fin, je sais pas si vous voyez la scène. En fait, elle commence à faire comme si elle est en train de se suicider. Mhm. Et puis, en fait, c'est pour piéger celui qui est derrière la porte. Et je me demande, est-ce qu'elle pense que c'est Michael Myers ou si elle sait que c'est le jeune, quoi, qui compte la tuer. Alors, Là, je me suis demandé. Ça remonte à trop loin, mais c'est vrai que. Là, je me suis posé la question sur le coup. Au début, je me suis dit... Je pense que c'est pas. Ouais, je pense qu'elle sait pas. Ah, tu sais pas? Ah, ok. Ouais, bon, bah, voilà. juste ça. Mais sinon, c'est vraiment moyen, quoi. Je suis d'accord avec vous. C'est pas... Bon, bah, on vous encourage pas des masses à aller voir Halloween Ends, sauf si c'est pour passer un moment au cinéma. Donc, si vous voulez passer un moment, allez-y. mais c'est tout. On va passer au deuxième film du présent de la soirée. C'est Novembre de Cédric Jimenez. Faisait quoi le soir du 13 novembre? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper. Non mais reprends-toi là, rassemble-toi, moi j'ai besoin de toi. Comment c'est possible que vous n'ayez rien? Ça fait 3 jours maintenant. Je sais où sont les 2 terroristes. Novembre, c'est une plongée au cœur de l'antiterrorisme pendant 5 jours d'enquête, les 5 jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Voilà le pitch. Bon, je vais commencer. C'est pour moi un pitch assez cohérent parce que les personnages sont assez inexistants de Novembre. Il y a que, hormis le personnage de Lina Coudry et de Anaïs de Moustier qui sont un peu un minimum développés, le reste c'est des flics, hein, donc c'est des pions. C'est des archétypes, hein, mais ouais, bon. voilà, c'est ça. Mais hormis ce point négatif qui, moi, n'est pas si négatif parce que je suis passé un peu à côté, c'est plus après réflexion, après avoir vu le film, que je me suis dit c'est vrai que ça manque d'un personnage vraiment fort et auquel on peut s'attacher. Pour moi, Novembre, en fait, ça a été une petite surprise et un moment de plaisir entre guillemets, parce que vu le sujet on peut pas parler de plaisir, mais un moment de divertissement d'1h40 plutôt satisfaisant, dans le sens où en tant que film policier, film d'attention et film de divertissement, on va dire,
Je trouve que les 1h40 passent extrêmement vite, la tension est très très présente, parce que Cédric Jiménez c'est pas un tâcheron, hein, ça. Même Bac Nord c'était plutôt intéressant en termes de la mise en scène, mais là, si je dois comparer un peu les deux, je trouve que Bac Nord il se tient très bien jusqu'à la scène de chaos dans la cité, et après c'est un petit peu redondant, un petit peu relou dans son troisième acte. Novembre, faut se dire que c'est toute cette partie de Bac Nord qui est cool, mais pendant 1h40. Et avec un message politique qui est moins droitard que Bac Nord, même si ça reste de droite, mais je veux dire que c'est beaucoup plus subtil, et en même temps, on pourrait se dire que c'est juste une vision des policiers, et sans être... une vision d'un moment c'est-à-dire le 13 novembre, plutôt qu'une vision globale des cités, quoi. Est-ce qu'il y a un réel point de vue dessus? Parce que dès le carton introductif du film, il te dit que c'est pas une appréciation sur les faits qui sont relatés, que c'est juste... Ah oui, non mais après ça, je pense qu'ils ont fait ça pour se couvrir de certaines remarques, notamment Ouais. le changement sur Lina Koudry et tout, des trucs comme ça, enfin sur le personnage de Lina Koudry et tout, des trucs comme ça. Mais à côté, enfin quand tu connais un peu, parce que c'est récent, c'était il y a 6 ans, mais quand tu connais un peu ce qui s'est passé dans l'enquête, etc. Enfin les faits sont presque similaires, hein. Ouais. C'est juste pour se protéger de certains trucs, et parce qu'il sait très bien que les retours qu'il y a eu sur Bac Nord ont un peu fait parler. Donc c'est, je pense, juste un message pour essayer de calmer un peu les gens. Mais à côté, pour moi, c'est vraiment un point de vue de la police. Et il y a même une sous-critique de comment elle est gérée, et comment des fois le gouvernement la voit. Ouais. Après, c'est vrai que tu regardes pas Novembre pour ça. Pour moi, je le revoirais comme un bon film d'action, thriller policier à la française. Et voilà, enfin, si vous cherchez ça, si vous aimez ça. En gros, c'est 90 minutes enquête le film, mais avec de la mise en scène. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça au cinéma. Pour moi, c'est à voir au cinéma parce que voilà, c'est un bon film bien mis en scène, avec des bons acteurs, avec quelques petits problèmes par-ci et là, mais ça fait le café, quoi. Vince, t'en penses quoi? Ouais, je suis assez d'accord. En fait, j'y allais un peu à reculons parce que Bac Nord, ok, sur la forme, c'était plutôt bien foutu, quoi. Mais le fond était quand même plus que maladroit. Et du coup, Novembre, j'avais un peu peur parce que le sujet est encore plus sensible. Et en fait, il se débarrasse complètement d'une vision politique globale du truc, sur le terrorisme ou quoi. Il se concentre vraiment juste sur l'enquête. Ok, il y a eu un attentat. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour retrouver les terroristes qui se sont barrés et qui ont plusieurs heures d'avance sur la police? Bon. Et dans cette optique-là, ça marche super bien. Et il y a une grosse tension, je trouve, pendant tout le long du film. Et notamment, je trouve que la scène où on apprend qu'il y a eu des attentats et que du coup, c'est le branle-bas de combat dans les forces de police. Il y a une espèce de montage alterné du coup entre les différents personnages qui doivent retourner au QG, etc., etc. Mais c'est vraiment super bien mené. Enfin, il y a une espèce de frénésie qui se dégage où t'es vraiment ultra sous pression. Justement, moi, c'est un rythme de dingue, en fait. C'est ce que j'ai également aimé sur le film, c'est que moi je m'attendais à ce qu'il montre les attentats, il le fait pas. Non, il le fait pas, ouais. Et ça, j'ai beaucoup apprécié aussi qu'il le fasse pas. Contrairement à Alice Winocourt, j'ai pas vu Revoir Paris, mais j'ai entendu parler d'une scène dans les attentats à l'intérieur. Ouais, mais elle est bien la scène, je trouve. C'est vrai? Ouais. Mais tu vois, je me suis dit, bon, c'est quand même paradoxal qu'un film sur le deuil se permet de le montrer, les attentats, que plutôt un film de Cédric Jiménez, quoi. Il les montre, mais il les montre pas. C'est un peu plus tiré sur le hors-champ, tu vois. Okay. Mais bon, pour en revenir à Novembre, voilà, il y a ce côté vraiment pur thriller d'action, tu vois, qui m'a vraiment cueilli. Comme tu as dit, le film trouve
un certain ancrage émotionnel avec les personnages de Lina Coudry et Anaïs de Moustier, qui est vraiment plutôt intéressant. Et voilà, globalement, c'est un très bon polar avec de bonnes scènes d'action. C'est pas incroyable, c'est pas nul, mais c'est vraiment bien. Voilà, j'ai passé un super moment. Tous les acteurs étaient bons. Comme tu as dit, effectivement, il y en a certains qui sont pas ultra développés, c'est plus des archétypes, tu vois, que ce soit Jean Dujardin ou Sandrine Kiberlin ou ne sais-je. Mais ça fait le café, en fait, dans ce genre de film. Il faut bien quand même quelques archétypes. Et ça fonctionne très bien en tant que tel, je trouve. Voilà. C'était Novembre de Cédric Jiménez. On va passer au dernier film de la sélection du présent. C'est La Palme d'Or du dernier festival de Cannes, le film de Ruben Östlund, qu'on a sobrement appelé Sans filtre, alors que Triangle of Sadness, c'était quand même un peu mieux, quoi. Russian capitalist and an American communist. On a $250 million luxury yacht. Stay focused. We have to create a good group. Who am I? You're the toilet manager. No. Here. Captain. Après la Fashion Week, Karl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l'équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. On va laisser parler Mathias, qu'on n'a pas entendu depuis oui, bien sûr. Et depuis son fameux bonjour. Mathias, qu'est-ce que tu as pensé de Sans filtre ? Alors, sans filtre. Par où commencer ? Déjà, j'avais vu, donc, comme tout le monde ici, le film précédent de Ruben Östlund, qui était aussi une Palme d'Or, donc c'était The Square, que j'avais trouvé assez inégal, je dois dire. J'avais pas vraiment ri devant. Les séquences qui étaient censées être drôles, bon, elles me faisaient gentiment rire, ou gentiment sourire, ou juste grincer des dents. Je dois dire que là, dans Sans filtre, je retrouve un peu la même chose. Même si c'est un film que j'apprécie davantage, je suis vraiment pas fan de la séquence, enfin de la première partie du film qui nous montre donc ce couple de mannequins. Ouais, je retrouvais la même lourdeur un peu qu'on avait dans The Square. Toute la partie sur la croisière, pour le coup, je la trouve vraiment très bonne. Elle fait, j'ai envie de dire, un peu élever le film au-dessus de la mêlée. La dernière partie est pas mal, mais en soi un peu trop long, je trouve. La dernière partie, j'avais l'impression que Östlund s'était transformé en un espèce de Michael Haneke, mais qui se serait mélangé un peu avec Yorgos Lanthimos. C'est vrai que la dernière partie faisait pas mal penser à The Lobster, pardon. Du coup, ouais, c'est un film que je trouve pas mal globalement, mais c'est vrai que ce qu'il dessert quand même, c'est le fait que le film a reçu la Palme d'Or. Que ce soit comme pour The Square, les deux films étaient ternis, enfin étaient un peu servis par une réputation, donc une bonne réputation parce que c'est la Palme d'Or. Et quand on les voit derrière, dans mon cas en tout cas, il n'y a que tout pour être déçu. Donc surtout, bon, The Square, peut-être qu'à l'époque, la compétition était peut-être moins, il y avait peut-être moins de bons films que cette année, mais cette année, quand on voit la majorité des films, même si le film aurait mérité peut-être un prix, il est évident que la Palme d'Or, c'est fortement exagéré. Après, faut pas se cacher que le film n'a pas eu la Palme d'Or de toute façon, pour des raisons cinématographiques, mais plus pour des raisons politiques et de ce que raconte le film. Surtout quand on connaît un peu le jury. Oui, sans doute. Enfin, je pense que certains membres du jury ont aimé. Après, je fais la mauvaise langue là globalement, mais voilà, je pourrais ajouter un plaisir de voir Woody Harrelson, même si c'est un rôle très majoritaire, on va dire. Et ce rôle du capitaine lui va plutôt bien, ouais. Ouais, moi je n'ai pas été gêné en fait en soi que le film aille loin dans la satire. Moi, ce qui me gêne en fait, c'est un peu que j'ai pas éprouvé finalement grand chose. En fait, vraiment la première partie et la troisième partie, je me suis presque ennuyé devant le film.
Pas la partie sur la croisière. Et voilà, c'est un peu ce que je reproche au film. Après, c'est plus subjectif qu'objectif. Et en tout cas, ouais, voilà mon ressenti et mon avis sur Triangle of Sadness. Moi, je vais me permettre de poursuivre parce que je suis assez d'accord avec toi. Sauf que moi, j'adore et je pense que c'est ma partie préférée, la première partie. Ouais, moi aussi. Et c'est C'est ma vraiment, partie préférée aussi. Hein. c'est vraiment la partie qui m'a donné envie là de découvrir Osnothérapie parce que quand on Ouais. sait de quoi parle Osnothérapie, ça me donne envie de la découvrir parce que je trouve Ouais, qu'en ça fait, ressemble pas mal. ces petites frictions dans ce couple, etc., m'ont beaucoup diverti. Ça m'a beaucoup fait rire aussi avec toute cette partie avec l'ascenseur qui est très conne mais qui était c'est un humour que j'aime plus que la troisième partie que elle par contre je déteste. La scène au restaurant aussi qui est vachement bien. Oui, il y a celle avec justement qui doit payer, etc., qui est vachement cool. Et ça, c'est vraiment la partie que j'ai préférée. Celle sur le bateau, elle est fun, hein, elle est fun, mais c'est-à-dire qu'on a vite fait le tour. Ouais, c'est too much. Ouais, moi je trouve que c'est un peu abusé. Hein. Ouais, Sur non, certaines. sur Ah, tu vois, genre le. Oui. Bah, non, mais en fait, l'idée du vomi, c'est cool, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'en faire 10 minutes? Ah non, mais après voilà. Tu vois, Non, clairement, non. Et alors, je vais faire une comparaison, mais en vrai, je le comprends un peu, Romain Osun, sur ça. C'est comme le viol de Monica Bellucci dans Irréversible. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'en faire 10 minutes? Tu vois, là, je pense qu'il y a Ouais, c'est pas pareil. Non, C'est je pas sais pareil. que c'est pas pareil. C'est pour ça que je me suis. Mais je comprends l'envie de Romain Osun de dire bah tiens, pendant 10 minutes, je vais les secouer. Ouais, c'est sûr. Et juste ça. Après, voilà, c'est Non. Romain Osun et c'est pas Gaspard Noé, donc forcément, il est plus con. Non, mais là, c'est juste de la surenchère comique qui n'a pas forcément lieu d'être. Pour moi, je trouve pas ça hyper drôle. En fait, plus ça. Ouais. Ah, j'ai pas rigolé non plus. Hein. Plus ça. En fait, c'est drôle au début, là, les deux Ouais, premiers c'est un peu, quoi. rebondissements. Mais je suis pas sûr que ce soit fait pour être drôle non plus. Hein. Vraiment, Moi là. aussi. Je pense que si, quand même. Moi, je suis Moi, pas je le vois sûr. comme ça. Je pense que si, parce que je pense que Romain Osun, c'est un mec qui aime bien le caca et le vomi. Parce qu'en fait, le vomi me dérange pas, mais après, quand tout le bateau commence à devenir du caca, là, c'est un peu plus problématique pour moi. Je trouve que c'est un peu trop. Oui. Bah, en fait, c'est la blague avec le gars là qui vend. Il vend quoi déjà? Tu sais, le vieux qui Ils dit ont de même qui vend de l'engrais, la merde. non Voilà, c'est ça. Ouais, Et oui, c'est non, vrai que de là à faire cette scène là, quoi, c'était un peu lourd. Après, je dois avouer que voilà, le russe communiste et l'américain. Non, le russe capitaliste et l'américain communiste. Un capitaliste. Ouais. Ouais, je me confonds, on se croirait dans la cité de la peur. Mais ça m'a beaucoup fait rire, tu vois, quand ils prennent la radio, qu'ils lisent des textes et qu'ils parlent entre eux. Mais en fait, je pense que Ruben Östlund, parce que je déteste The Square aussi, mais il est très fort pour faire des dialogues entre deux personnages. Mais à partir du moment où il fait des films chorales et des trucs comme ça, Je vais y venir, ouais, mais ouais. c'est chiant, quoi. Bah, vas-y, je t'en prie, Vince, comme ça on va terminer sur William qui est beaucoup plus positif que nous sur le film. Vas-y, Vince. Bah écoute, ouais, comme toi, en fait, ma partie préférée, c'est la première. La troisième, au début, m'ennuyait un peu, puis après, ça repart un petit peu dans un truc un peu intimiste, et du coup, il y a un regain d'intérêt. Mais la deuxième partie, qui en plus est la plus longue, Ah bon? franchement. Parce que pour moi, la troisième partie, c'est la plus longue, hein. Vraiment, j'ai souffert. Ah ben, Non, je pense- alors non, je pense que c'est la sais pas si deuxième. c'est ouais. Je pense qu'en termes de temps, de durée, c'est la deuxième, mais c'est peut-être juste mon ressenti parce que j'en ai eu marre. Mais en tout cas, j'ai pas rigolé, j'ai à peine souri. Je trouve que c'est un empilement de clichés et qui fait de l'humour niveau 1 dessus. Alors ok, ça marche, mais c'est de l'humour niveau 1, quoi. Puis que ça, c'est quand ça verse pas dans l'humour pipi, caca, vomi. Voilà, merci, bonsoir. En fait, ce qui me dérange, c'est que dans la seconde partie, il met en place plusieurs personnages qui sont vraiment des stéréotypes ambulants, mais il développe pas plus son discours sur
sur les personnages qu'il met en scène. Et, et du coup, en fait, il reste qu'en surface. Donc ça me gêne en fait dans la mesure où le gars chope une palme d'or et que je vois dans plusieurs critiques des gens dire que Ruben Östlund est un fin observateur social. Excuse-moi, mais dans la mesure où il nous dit juste que les riches sont odieux et que les influenceurs font leur contenu sur du vide, bon bah voilà, les portes sont ouvertes, merci, bonne soirée. Mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Il développe pas. Là où il va dans le fond des choses, c'est quand il est dans l'intime, notamment dans la première partie et un petit peu dans la troisième, mais surtout la première partie. Et c'est ce qui me passionne le plus et c'est pourquoi j'avais beaucoup aimé Snow Therapy. Et en fait, voilà, tout simplement, je trouve que Ruben Östlund, il est fort pour parler de relations entre deux ou trois personnages, vraiment dans le domaine de l'intime. Mais dès qu'il s'attaque à des groupes sociaux, bah, il reste en surface. Et voilà, il avance pas plus loin que des constats sociaux qu'on fait depuis des décennies. Donc maintenant, il faudrait arrêter de le catégoriser comme le grand sociologue du cinéma moderne, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, Vince, il en a gros. William, pour terminer. Alors, en fait, moi, Ruben Östlund, j'ai découvert son cinéma avec Play, que j'avais vu sur Arte, et juste après, j'avais vu le fameux The Square qui avait eu la Palme d'Or. En fait, ils avaient mis les deux films 1 an ou 2 ans plus tard sur la plateforme. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé les deux films, et en fait, j'avais adoré Play, parce que je trouvais que c'était un beau film sur la manipulation sociale et à petite échelle, en fait, vu sur un groupe d'enfants qui essayent de reproduire une manipulation sur d'autres. Et on avait déjà un discours sur les classes sociales, la classe moyenne et les pauvres, donc les jeunes des banlieues. Et en fait, en voyant Sans filtre, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Vince, sur le fait que je pense vraiment que Ruben Östlund devrait plus revenir à ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire revenir à ce jeu de manipulation, plutôt que forcément parler de grands groupes, d'élargir en fait tous ces personnages, alors que tu vois, il peut très bien nous raconter quelque chose de touchant et de plus intime. Et justement, on parle de la première partie, mais la première partie, elle répond quand même assez bien à la troisième, enfin c'est plutôt la troisième qui répond plutôt bien à la première, sur le côté un peu manipulation avec les jeux de rôle, quelque part je veux dire avec ce couple dont les rôles finissent par être inversés et ça devient limite tragico-comique, quoi, c'est-à-dire qu'on sait plus trop si on doit en rire à la fin du film, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien dans le film. Sinon, moi j'ai rien vraiment de... j'ai pas nécessairement un rapport mauvais, je veux dire, avec son humour dans la deuxième partie du film, comme d'ailleurs son humour dans The Square. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, effectivement, de là à dire que c'est génial, bon, clairement, je pense pas. Et je vous rejoins d'ailleurs à dire que c'est la moins bonne partie du film, hein. Et on aurait pu facilement couper 15 à 20 minutes, ça c'est une certitude. Mais voilà, bon, moi globalement, j'ai été quand même aussi assez impressionné par la performance de l'actrice principale qui est décédée malheureusement. C'est quand même assez tragique, qui joue vraiment bien, je trouve, dans le film. Un personnage, peut-être le personnage le plus intéressant du film, avec le gars bien sûr. Et ouais, j'ai vraiment passé un bon moment. D'ailleurs, j'étais dans une salle qui était très très réactive. Vraiment, ça a ri, mais comme jamais, hein, devant les gens qui vomissaient. Alors que pourtant, moi, j'étais pas plus réceptif que ça. Hein. Ah, pareil, ma salle était hilar et moi, je ne riais pas, mais vraiment pas. Ah ouais, non, moi non plus. En fait, j'étais consterné par ce que je voyais, parce que en soi, c'est-à-dire que c'est un portrait de bourgeois, un portrait de gens dégueulasses, quoi. On n'a pas vraiment envie de prendre pitié pour eux, hein. Au contraire. Non, mais surtout, c'est vraiment puéril en fait ce qui se passe et au fond c'est inoffensif parce que si on en arrive au point que à Cannes, donc c'est quand même une réunion de gros bourgeois, hein, même si je les kiffe, il n'y a pas de souci.
Le fait qu'il s'en lave les mains et qu'il consacre ce film et qu'il lui donne la Palme d'Or, c'est qu'au fond, ça les a pas trop heurtés, tu vois, alors que ça parle d'eux, tu vois, ils se foutent de leur gueule. Donc bon. Franchement, la Palme d'Or, je trouve que c'était abusé aussi. Je dis ça, j'ai aimé le film, hein, mais faut quand même garder une certaine mesure. Il y avait facilement plusieurs films qui se hissaient largement au-dessus de son film. Ah bah. C'est sûr. On en a fini avec la Palme d'Or sans filtre on est obligé de vous recommander d'aller le voir parce que c'est la Palme d'Or, mais allez-y, prévenu. C'est fini pour les films du présent. Pendant une 40aine de minutes, si ça vous intéresse pas, de toute façon il y a le timecode dans la description de l'épisode. Mais pendant 40 petites minutes, je vous emmène dans le passé avec Thierry pour parler des films qui étaient présentés pendant la première partie de semaine de Deauville. Et on se retrouve juste après pour parler de notre séance cinéma avec Mais ne nous délivrez pas du mal. À tout à l'heure. Bonjour, en duplex de Deauville, c'est 2 semaines, 3 semaines auparavant, où vous entendez l'épisode que vous êtes en train d'écouter justement. Je suis avec quelqu'un que vous avez déjà entendu dans le podcast, c'est Thierry. Bonjour Thierry. C'était très micro-ciné comme intro, c'est micro-ciné bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. En tout cas, ça dépend à l'heure auquel on enregistre, c'est ça. qui est 1h du matin. On est en plein milieu du festival de Deauville. Et on est là pour vous faire un petit débrief de ce qui va certainement arriver dans l'année qui va s'écouler. Certainement en toute proportion gardée, parce que même si certains on se doute que le réseau de distribution avance pas trop mal, on a vu d'ailleurs des affiches de distributeurs dans les crédits, mais Deauville c'est quand même un festival où la plupart des films on sait jamais quand est-ce qu'ils arrivent, s'ils tombent en VOD et si oui dans combien de temps. Oui, c'est ça. Le relais est sorti 2 ans après. Le pire étant, même si c'était pas de la complète, c'était American Woman qu'on avait vu il y a 4 ans et qui est apparu il y a 1 an à peu près en VOD. Et quand on l'avait déjà vu, quand on l'a vu, je veux dire il y a 4 ans à Deauville, on avait un pote qui l'avait déjà vu 2 ans et demi plus tôt dans un autre festival. Ah oui. Voilà. Donc le truc a retourné 6-7 ans, tu vois, avant de sortir, ce qui est... Ah oui, c'est rude, hein. Ça peut être très rude. Mais on est là pour vous faire un petit débrief conseil ou des conseils de ce qui va peut-être arriver sur vos écrans ou alors au cinéma, on l'espère. Même s'il y a certains films que moi j'ai beaucoup aimés qui vont sortir directement en VOD, donc ça fait un petit peu chier. Pour commencer, quel est ton coup de cœur pendant cette mini-festival? Très honnêtement, il y a des films que j'ai appréciés. De là à dire qu'il y a un coup de cœur, un truc qui est vraiment marqué au point de me dire j'ai envie de le conseiller à tout le monde. Dans tout ce qui est film institutionnel de fiction, il y en a pas. Il y a des trucs que j'ai aimés, dont on va pouvoir parler. Mes vrais coups de cœur, par contre, vont se tourner vers 2 festivals. Deux documentaires. Oui. Je vais m'y retrouver. 2 documentaires et demi, s'il y en a un que j'ai vraiment bien apprécié aussi. Que tu as vu normalement, donc du coup on va pouvoir en parler, qui sont donc Moon Age Daydream. Oui. Et Body Parts, que j'ai vu là tout à l'heure, c'est l'un des derniers films que j'ai vu aujourd'hui. Ouais, c'est les 2 seuls documentaires que j'ai vus, et effectivement, la sélection documentaire de Deauville est pour l'instant assez intéressante. Moi, beaucoup de cœur pour Moon Age Daydream, mais Body Parts, il me semble que tu as beaucoup plus aimé que moi. Je sais pas, j'avais pas encore eu ton retour dessus. Moi, j'ai trouvé la forme, en fait, du documentaire trop classique. Oui, je suis d'accord. Il y a vraiment ce côté interview, image d'archives et en même temps image de film qui fait très YouTube aussi, très format YouTube travaillé, mais on va peut-être expliquer après de quoi ça parle, mais effectivement c'est le genre de sujet où si t'es déjà sensibilisé à ça, concerné, si ça fait partie des choses pour lesquelles tu milites un peu entre guillemets, ou vraiment que tu recherches quand tu analyses des films, tu n'apprends rien. Oui. Mais par contre, voilà, ça peut servir à éveiller des consciences, c'est fait pour, et après c'est divertissant, c'est un format qui tient la route et qui... Exactement. En plus, c'est assez court, il dure à peine 1h30, en soi, ça fait plaisir. Nous avons Gabin de Cinématrack qui vient nous déranger pendant l'enregistrement. Donc du coup, voilà, pour résumer rapidement, donc Body Parts, ça parle
des parties du corps évidemment et des parties du corps féminin. Ça parle de la manière dont le corps féminin a toujours été objectifié au cinéma. Donc ça va essayer de remonter aussi à l'époque des années 20-30 où on avait vraiment le style de cinéma qu'on appelait les showgirls, donc montrer les femmes, littéralement c'est dit dans le documentaire. Et donc du coup la manière dont les hommes s'emparent du nu, surtout de la façon dont les actrices signaient des contrats où on leur promettait une scène de nu qu'elles se sentaient obligées d'accepter pour finalement qu'elles en fassent plus que ça. Oui, il y a une anecdote notamment sur un film de Blake Edwards, justement sur Blake Edwards, sacré coquin Blake Edwards. Oui. Je pense qu'à ce stade-là on peut plus appeler ça un coquin. Mais voilà, il y a plein de choses aussi, oui, le côté on te force ou c'est comme ça, celle qui refuse explique bien qu'on leur a fermé les portes d'Hollywood. Aussi des trucs tu penses que la scène va être tournée de telle façon, tu te rends compte au moment où t'arrives que c'est pas du tout ce que tu imaginais. Oui. Voilà, plein de petites choses comme ça, et le film se transforme, je dirais à peu près à mi-chemin, en un brûlot général sur l'empowerment féminin et sur le fait que les femmes sont très mal représentées, que ce soit par leur corps, mais aussi de manière générale. Donc moi je le rapproche beaucoup de Tout peut changer, et si les femmes comptaient à Hollywood, qui était un documentaire qui avait été présenté il y a 3 ans si je me trompe pas. Mais j'ai largement préféré Body Parts. Enfin là, la deuxième partie c'est presque ce documentaire là en un peu plus poussé, mais il y a aussi cette partie là du coup sur le sexe des personnes transgenres, sur le sexe des personnes handicapées. J'ai trouvé ça super intéressant, le fait qu'on aborde ça en se disant même si c'est jamais poussé, mais une façon de dire qu'une personne handicapée parte en disant nous on nous représente comme n'ayant pas de sexualité parce que selon tout le monde ça ne doit pas exister, alors que si, c'est ridicule, tu vois, il est temps de dire montrez-nous quoi. Voilà. Donc du coup le film, moi je l'ai trouvé très galvanisant et revigorant, mais effectivement quand on est déjà très sensibilisé à ça, ça prend pas grand chose, mais tu penses à les petits vieux de Deauville et donc les gens qui ont peut-être besoin de s'éduquer là-dessus, c'est très didactique. Surtout qu'ils ont des figures, il y a Jeanne Fonda par exemple dans le film que justement les petits vieux de Deauville connaissent. Ouais. Il y a Rosanna Arquette aussi. Oui, il y a Rosanna Arquette, il y a Rose McGowan aussi. Par contre, j'ai trouvé ça un peu débile de pas citer aussi sa période d'Araki, une Doom Generation notamment. Peut-être que ça s'était bien passé aussi et qu'elle avait rien à leur projet. Ah, mais ça aurait été bien de dire aussi ce qu'il y a de Oui, bien sûr, mais c'est vrai que là, je pense qu'on était plus dans, après, ça dépend de ce qu'ils lui ont demandé, tu vois, qu'est-ce qui a été gardé, peut-être qu'elle en a parlé, en vrai, parce que c'est vrai qu'au final, c'est un documentaire fleuve, il y a 1h30 avec énormément d'entretiens, donc, oui, il y a énormément aussi de sujets qui sont traités. On va voir 1 à 2 minutes par personne d'écran, là où elles ont sûrement parlé, 25 minutes, une demi-heure. Oui. Qu'est-ce qui est gardé, qu'est-ce qui n'est pas gardé? C'est vrai. Et justement, je vais permettre de rebondir sur mon coup de cœur qui est justement un de tes films que tu avais apprécié aussi, Moonage Daydream de Brett Morgan, Morgan plutôt, qui avait déjà fait un biopic sur Nirvana dont j'avais vu certains extraits, donc du coup je savais un petit peu à quoi m'attendre avec le bonhomme, et oui, ça a été une expérience pour moi assez galvanisante. Je dois avouer aussi que ce festival est assez fatigant parce que la majorité des films qui sont présentés sont assez chiant de mon côté. Et donc du coup, c'est difficile de se préserver d'un sommeil assez profond pendant les diverses séances pour ma part. Si jamais les rythmes étaient plus, on va dire, accessibles entre très grands guillemets, même de toute façon le fait d'enchaîner plusieurs séances fait que déjà t'es pas forcément disposé à être très éveillé, mais alors si en plus le reste t'a bien assommé, c'est mais c'est surtout que les films de la compétition, j'ai l'impression ils se ressemblent tous. Et donc, du coup, comme tous les ans, hein. De toute façon, quand on va aborder la compète, je pense que c'est ce qu'on va se dire, mais et c'est ça qui est bien dommage. Donc du coup, le documentaire, si on peut appeler ça un documentaire, parce que ça brise quand même les codes. C'est vrai que ça n'a rien dans le documentaire au final. C'est plutôt une réflexion psychologique de la tête de David Bowie, quoi. C'est ça, parce que c'est le seul de toute façon qui narre, et en plus, la narration est faite de passages qui datent de différentes interviews et de ses concerts aussi. Oui, et de différentes façons de penser qu'il y a eu dans sa carrière, parce qu'il y a quand même, ça retrace quand même 40 ans de personnage. C'est assez intéressant, oui, d'ailleurs, justement, qu'il nous montre des déclarations très fortes de Bowie, qu'ensuite il finit par renier un petit peu indirectement en disant je suis plus forcément très fier de ce que j'ai dit là, parce que je suis arrivé à un point dans ma vie où, moi, c'est notamment sur tout le sentiment amoureux. Où au début, il a une position que je trouve assez saine, où il dit justement que c'est bien pour lui de ne pas avoir énormément de proches et de ne pas s'entourer de personnes sur le long terme, parce que tu sais très bien que ces personnes-là, tu leur feras du mal en fait, et que avec ta vie de rockstar et tout ça, t'engager dans une relation fait que cette personne va se retrouver de côté ou quoi que ce soit. Et puis lui qui se retrouve à 45 ans à épouser une femme qui l'a gardé jusqu'à sa mort, et avec qui il est resté jusqu'à sa mort, et quand il dit j'ai totalement changé de point de vue, et en fait une fois que ça t'arrive, tu te rends compte que finalement tu le veux, quoi. Mais j'adore aussi comment le fait que le montage se coordonne avec sa façon de penser de l'époque, c'est-à-dire qu'on a des moments très psychédéliques
où le montage va être vraiment effréné, où on va alterner des scènes de film avec des passages animés, etc. Il y a des moments où quand on sent qu'il est posé, sain dans son esprit, etc., va complètement se calmer et limite c'est de la retranscription de concert en fait. Voilà, pour moi je vous reconseillerais parce que si vous aimez ou non Bowie, en fait c'est vraiment un film qui retrace son œuvre, mais de son personnage ou de sa façon de penser. Ça joue sur toutes ces figures, quoi, au final. Oui. T'as tout le début où justement, t'entends aussi le début la très manière dont les journalistes le décrivaient en disant on sait pas trop ce que c'est que ce mec-là, ou en plus le seul truc sur lequel ils voulaient constamment l'interroger c'était sa bisexualité parce que c'était impossible qu'une image publique dise ça ouvertement pour eux, quoi. Voilà, nous on avait Dave, vous avez Bowie. mais du coup voilà, enfin il y a le côté voilà très ovni, donc on va te montrer des images de l'homme qui venait d'ailleurs de Nicolas Roeg, on va te montrer plein de trucs comme ça va jouer sur ces fantasmes là. Ensuite ça va jouer sur maintenant que j'ai une image acquise, je dois absolument la changer, mon but c'est de me renouveler, et puis ce moment où en fait j'en ai marre de jouer avec mon image, j'ai juste envie de faire de la musique, donc c'est un passage plus calme aussi, ça joue beaucoup là-dessus. Non mais c'est un film qui en plus bénéficie d'un remaster sonore en fait qui est vraiment super agréable. Enfin, vous avez certainement déjà vu une retranscription de concert au cinéma, etc. Et là, dites-vous que c'est une retranscription de concert, mais avec comme si Edouard Baird en fait faisait ses thèses de par-dessus les musiques. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais comme les intros Radio Nova. Mais effectivement, le film est au format IMAX et Dolby Atmos, et c'est pas pour rien. Si vous avez l'occasion de le voir, même si c'est cher comme style de séance. Ah oui, c'est clair. Si voilà, enfin. Une personne qui admire Bowie ne regrettera pas de payer sûrement ses 20 balles de séance pour voir ça, quoi. Et même le film a été fait pour ce format. Clairement. C'est vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage de le regarder sur un écran de PC avec le son de l'ordinateur. Enfin, musicalement, ça couvre énormément de choses. Donc, on va vraiment aller donc dès tout début avec Space Oddity. On parle pas du premier album, je crois, et on va aller jusqu'à Black Star. Space Oddity revient 2 fois en plus dans le documentaire. Oui, et c'est pas anodin. Tout revient selon sa pensée. Le fait aussi que ça aille sur Black Star à la fin, qui était donc l'album Testament. Puis Lazarus, en plus, on le montre bien avant, qui était le morceau où clairement il annonçait qu'il allait mourir. Il est quand même mort une semaine après la sortie de cet album. Et quand on l'a écouté, on a flippé. On était en mode putain, c'est la fin, quoi. Et c'est vrai que tu vois, Lazarus, ils le mettent avant quand il décidait d'enterrer sa carrière. C'est très pertinent. Et après, ils partent sur d'autres chansons qui montrent une sorte de résurrection. C'est vraiment intéressant. Et puis ça montre pas forcément parce que du coup, ça montre beaucoup de ses apparitions, donc ça montre beaucoup de ses clips, ça montre beaucoup des films dans lesquels il a joué. On voit Furio, on voit Labyrinthe, on voit plein de trucs comme ça. Et on voit aussi les souliers rouges de et Metropolis aussi qui revient beaucoup. On voit Metropolis, on voit plein de trucs que lui a aimé, qui l'ont influencé, et tout ce qu'il cite en fait finit par se rentrer dans une symbiose en se disant que David Bowie est aussi la somme de ce qu'il a créé, quoi. C'est hyper intéressant. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire de plus que c'est très bien, allez-y. Quand cette petite pastille sortira, il sera certainement sorti au cinéma parce qu'il sort fin septembre, donc le 25 si je me trompe pas. Donc si vous avez des séances près de chez vous ou si vous en avez encore, n'hésitez pas à vous y plonger. C'est vivement recommandé. Maintenant on va passer à la compétition, à ce qui nous a déçus ou ce qui nous a surpris aussi. J'aimerais juste te caser un petit peu avant parce que Thierry n'a pas encore eu le temps d'aller le voir, mais à l'heure où on enregistre cette pastille, j'ai découvert aujourd'hui Alice. C'était une première, c'est ça? C'est ça, c'était présenté en avant-première, il y avait même pas de présentation, il y a rien, le film s'est lancé tout seul. Un film dont je ne savais rien, hormis une photo de presse qui forcément tourne. Tout ce qu'on m'a dit avant le film, c'est qu'il y avait Kiki Palmer, et j'étais presque déçu d'aller voir Body Parts, mais je sais que je peux le rattraper dans 2 jours. C'est ça, c'est avec Kiki Palmer que vous avez tous apprécié dans Nope, justement, et qui là tient le rôle titre, et qui est malheureusement, je pense que c'est un film qui va passer complètement inaperçu, mais pour moi c'est une prestation qui mérite vraiment un Oscar. Parce que t'en es là. Ah ouais, okay. Elle est vraiment stupéfiante. À vous dire, il y a un plan dans le film, parce que je peux pas trop vous raconter de quoi ça parle, parce que mon appréciation tient justement du fait que je me suis laissé surprendre. Tout le monde a l'air de dire que justement tout est basé sur les rebondissements et les oui, mais il vaut mieux ne pas... Le rebondissement arrive à 35-40 minutes de film, dans ces environs-là, et après on a une bonne heure où on va justement pousser ce rebondissement au loin, mais c'est justement le fait qu'il y a eu ce rebondissement vert qui fait que cette heure-là est vraiment galvanisante. Il y a un petit côté Liu, 5e élément, mais mis dans cette manière-là. Mais
c'est vraiment un film qui m'a beaucoup surpris et qui malheureusement et ça m'a un peu déçu parce que je trouve que la photo, la mise en scène qui s'adapte à l'époque du film, etc. est vraiment assez passionnante et j'aurais voulu que ça sorte au cinéma, mais finalement ça sort le 26 septembre en VOD. Donc si vous avez l'occasion de vous le mater, n'hésitez pas, vous n'allez pas être déçus, mais par contre ne vous renseignez pas, surtout. Ça va s'enfoncer dans les méandres beaucoup trop malheureusement productifs de la VOD, quoi, où tu sais jamais quoi choisir, mais au moins vous avez un nom. Ouais, en vrai, voilà, vous avez ce conseil-là, et si vous aimez vous laisser surprendre par un film, c'est un bon choix. Bref, la compétition, on a vu beaucoup de films. Parce que j'ai pas tout vu, du coup. Il y en a certains que je rattraperai plus tard. Ouais, j'en ai vu plus que Thierry, parce que Thierry fait toujours la compétition en fin de festival. Parce que moi, j'ai fait quelques petites cartes blanches aussi, effectivement. On va en parler après. Et sachez que la compétition, moi, de mon côté, j'ai pu voir 6-7 films de la compétition. Sachez que il n'y a aucun d'entre eux, hormis Scrap, qui est le plus mauvais, en fait. Scrap, qui est le plus mauvais, auquel je n'ai pas dormi. Parce que... Quelle honnêteté. Ah oui, je vais être honnête, il y en a certains, j'ai dormi tout du long, et il y en a certains où, à un moment, c'était tellement répétitif. Et... Non, c'est vraiment le problème de Deauville et de toutes les compétitions qui se suivent comme ça. On est quand même vraiment dans le même type de film. C'est très Sundance-like, case à cocher. Ouais, c'est ça. Enfin, si t'as une quand ils disent cinéma indépendant américain, c'est vraiment le cinéma indépendant américain comme tout le monde le connaît, comme tout le monde peut le décrire. Voilà, mais qui ne prend plus de risques, alors que le cinéma indépendant américain peut, comme partout, englober énormément de genres. Mais ils ont besoin que ce soit quand même... de ce genre très politique. Et pas tant que ça, à la fois, je trouve. Mais tu vois, mais en fait, c'est chacun des films présentés qu'on a vus ont des sujets hyper intéressants à traiter, mais qui soit vont jamais assez loin, soit n'ont toujours des problèmes de rythme par-ci par-là ou durent trop longtemps pour ce qu'ils veulent raconter, ou alors le scénario commence très très bien. Je pense à Peace of the Valley qu'on a vu aujourd'hui. Le scénario commençait hyper bien, le film m'a vraiment pris dans ces 30 premières minutes. Mais à un moment, effectivement, ça part dans la lamentation, en fait, pour moi. Ça ne va jamais plus loin qu'on nous proposait au départ, et ça manque d'une intrigue secondaire qui nous mène jusqu'à cette fin qui est tout aussi décevante que cette deuxième partie, quoi. Pour l'instant, en fait, dans la compète, il n'y a que Aftersun que je n'ai pas vu. Ouais, moi aussi. Qui a eu des retours plutôt sympathiques, mais pour l'instant, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'à part un, sur lequel on va peut-être revenir, et encore, plus j'y réfléchis, je le trouve pas non plus exceptionnel. Je trouve qu'à chaque fois, on est sur le même débat, sauf quand c'est vraiment pas bien, genre Scrap à l'appui. Ah oui. Et puis Sin Valley, malheureusement, je trouve qu'à chaque fois, en fait, c'est un cinéma de concept. Ça m'a un peu commencé à ce que je reproche des cinémas de genre, que j'aime d'amour. C'est que ce sont des films qui sont très calibrés pour réussir à tenir sur des concepts forts pendant 40-45 minutes et qui ont du mal à s'inscrire derrière dans ce qu'ils veulent dire. Soit parce qu'ils se sont perdus, soit parce que des fois c'était des courts-métrages qui nous ont étirés. L'exemple, c'était l'un des premiers qu'on a vu là, qui était One 800 Hot Night. Parce que je crois que c'est comme ça que le réalisateur l'avait prononcé, voilà, qui moi m'a fait penser un peu à Good Boys. Je sais pas si tu avais vu Good Boys. J'ai vu Good Boys. C'est vrai que ça m'a fait penser aussi. Moi, ça m'a plus fait penser à Euphoria parce que la mise en scène est vraiment. Ouais, genre je ne connais pas Euphoria, ça peut jouer. Mais voilà, du coup, sur un trio de garçons, voilà, qui dès le début, la première chose qu'ils font, c'est ils ont chopé un numéro de téléphone rose, ils ont piqué une carte bleue, ils appellent pour lui poser des questions à la con. C'est une scène très drôle d'ailleurs. C'est des gamins qui sont là en mode est-ce que tu te prends des trucs dans le cul, machin. C'est des enfants, donc on se dit c'est tellement innocent, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Et puis bon, on a un rebondissement qui arrive assez rapidement avec les parents d'un des gamins qui se font arrêter, et donc lui il est livré à lui-même, il veut pas aller dans une maison d'accueil, donc il va fuir. Et ça pourrait être hyper intéressant. Le gamin qui doit réaliser que les gens veulent l'aider, mais que jusque-là le film se tient bien. Là le film se tient, et puis il va essayer d'avoir de l'argent pour pouvoir se payer une nuit d'hôtel, pourquoi pas, puis il va commencer à faire des conneries, il va commencer à aller voir des gens, ça va faire un espèce d'effet catalogue de la précarité, mais qui tombe dans le cliché. Je pense notamment moi à la maison des rednecks. Ah oui, mais cette scène-là aussi. T'en as pas qu'un qui se dit le gamin est en train de nous arnaquer, vas-y on va lui faire une petite rousse. Ça va au point 2, on lui fout un fringue entre les mains, on lui dit qu'on va le violer, on lui met un serpent parce que chacun, moi j'ai un serpent, je suis un redneck, moi j'ai un flingue, je suis un redneck. Oui. Et ça devient ridicule en fait, là où tu te dis le film gardait une espèce de petite fraîcheur. Oui, non, mais il rentrait, demi-teinte, quoi. Il rentrait jamais dans le vice jusqu'à ce moment-là, en fait. C'est ça. Il y avait vraiment ce côté innocent, enfin, la peur de l'enfant,
de se retrouver seul, mais sans jamais aller que ça restait dans ce stade-là avec justement les peurs d'enfants communes, se retrouver seul, être seul dans le noir, une voiture qui te suit quand tu marches sur le trottoir, tout simplement, ou quelque chose comme ça, mais sans jamais aller plus loin que la pédophilie, le viol, l'arme. Non, bah, ou alors tu peux les ramener. C'est pas tant un souci de le ramener, mais ramener au forceps, c'est tout dans la même séquence. Oui. Tu sens que c'était vraiment. Mais surtout qu'après, ça mettre, enchaîne quoi. Après c'est la romance à la con du gamin qui trouve une amoureuse d'on ne sait où. Dans une piscine. Ça c'est amené au début, pourquoi pas, une fois de plus, tu vois, c'est juste que c'est pareil, t'as l'impression qu'il fallait la caser, quoi, de toute façon. Moi, quoi. En fait, j'ai du mal, parce que tout le film se passe dans une seule et même nuit. Je trouve ça un peu gros. Limite, si le film, il se serait étendu sur une semaine, j'aurais trouvé ça un peu plus, limpide. Mais, en fait. C'est vrai qu'effectivement, il y a un truc à renoter, c'est que, c'est ce qu'ils expliquaient au début. Le film, ils l'ont tourné en très très peu de temps. Je crois qu'ils pouvaient tourner 7 jours, ouais, un truc comme ça. Ils pouvaient tourner que 3 heures par jour et ils avaient 200 000 balles, quoi, ce qui est ridicule, même pour du cinéma indépendant américain. Donc effectivement, pour ça, bon, ils ont tourné de nuit et puis je sens qu'ils n'ont aucun matériel de lumière. Après, c'est souvent. Je trouve que la lumière, ils s'en sortent bien. Ouais, voilà. Ils s'en sortent bien avec de la lumière naturelle en plus, et en plus de la lumière néon naturelle, des éclairages extérieurs et tout. Ils arrivent quand même à faire un truc assez sexy. Ouais. Donc ça, c'est à relever quand même, quoi. Je veux dire, c'est un petit exploit. Le film a plein de petits moments où j'aime bien. À un moment, par exemple, sans trop t'en dire, il va rencontrer celle qui est derrière le téléphone. Ouais. Et pendant cette séquence-là, j'ai trouvé que, même si au bout d'un moment, au bout de 40 minutes, on avait oublié en fait le sujet du téléphone rose. Oui, parce que c'est vrai que c'est une introduction, mais ça porte le nom du film et tu te disais ah oui, ils l'ont appelé juste pour cette scène d'intro. C'est ça. Pourquoi pas. Mais après la fin rend le truc cohérent et j'ai trouvé ça bien, sauf que c'est toujours très étiré et ça. Effectivement. Le film il dure 1h30, 1h40. Pendant les 20 dernières minutes, je pensais qu'à chaque plan, ça devait être la fin, en fait. Super intéressant, parce que ça parle de la déconstruction de l'enfance aussi, ça parle de plein de choses, ça parle d'un gamin qui au final fuit, parce que c'est la première chose qu'il voit, c'est la police. Oui. La police, ce sont ceux qui viennent d'arrêter son père, donc comment est-ce qu'il peut réaliser, lui, que la police qui vient d'emprisonner le daron, lui vaut du bien, quoi, oui, voilà. C'est ça. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, le fait qu'il renie plus ou moins son frère, parce que c'est un demi-frère, et pas un frère, voilà, avec qui il a une affiliation sanguine, donc il n'en veut pas. Mais bon, il va quand même devoir le protéger. Il y avait plein de choses à développer, quoi. C'est bon. Ouais, c'est un peu souvent, tu vois, moi c'est ce que je reproche aussi un peu à Watcher, tu vois, qu'on a vu juste après. Le côté un petit peu, il y a des bonnes idées, mais ça m'a pas passionné plus que ça. C'est ce que je reproche aussi à War Pony, qu'on a vu du coup hier, je crois. On sait pas quand les gens vont écouter, mais bon. Sachez que hier on a vu War Pony, voilà. Enfin, moi j'ai vu 30 minutes des 2 heures. Mais ah oui, c'est vrai. Mais ça c'était pareil. War Pony, War Pony, le sujet est super intéressant. La caméra se plonge dans une réserve indienne avec ces gens qui en gros ont tellement été abandonnés par la société de par leurs origines. On leur a dit on vous parque dans des réserves et vous avez le droit de vivre là. Voilà. Et encore là, ils nous ont pas montré ceux qui vivent des rentes des casinos alentours qu'on a accepté de leur laisser. Là, c'est vraiment les bas-fonds, la drogue, la violence, les larcins, parce que de toute façon t'as pas de boulot, personne veut de toi. Et donc ces gens qui errent là-dedans. Donc on suit 2 points de vue. Donc Bill qui trouve un boulot chez un exploitant terrien qui fait de l'élevage de dinde. Et voilà, qui pense ça va l'aider à s'élever avant qu'on lui rappelle bien que vous n'êtes pas de la même classe sociale, donc le mec te méprise comme un ticard. et d'un autre gamin là du coup qui lui vole la crystal meth de son père et essaie de la vendre, donc du coup se retrouve foutu à la rue. Voilà. Sauf que en fait une fois qu'on fait ça, c'est que du cycle en fait. C'est il revient, il essaie de se remettre un peu dans le droit chemin, puis il refait une connerie, puis hop, ça repart, ça revient, ça repart, ça revient. Et ça ne raconte rien de plus que des choses qu'on a déjà vues en fait. Et le pire c'est que c'est un des films qui vont les compétitions parce qu'il dure pas loin de 2 heures. Ouais. Et j'ai eu l'impression de voir Red Rocket, sachant que Red Rocket durait 2h30, oui. Et que c'était justement au bout d'1 heure, j'en avais marre. J'aime bien ce que ça raconte, mais si tu me proposes pas plus, amène tes personnages quelque part, quoi. Moi encore les Red Rocket par exemple qu'on a vu l'année dernière, j'ai trouvé une sympathie parce que justement j'arrivais à m'attacher ou à du moins m'intéresser au personnage. Ah mais on s'y intéresse. En plus c'est un gars flambé quoi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est quelqu'un qui de toute façon ne pourra dès le début c'est établi qu'il ne réussira pas à revenir dans son milieu. Ouais. Voilà que c'est fini pour lui. Mais le gars s'accroche comme pas possible. Même la durée est justifiée. Mais c'est vrai que il y a quand même un moment où nous on se lasse en tant que spectateur. Quoi. Et bon, voilà, ça joue un petit peu.
Après voilà, il y avait Stay Awake ce matin que toi tu as raté si je me trompe. Que j'ai raté, oui. Du coup, je vais pas en dire trop. En gros, ça parle de deux jeunes garçons dont la maman est addict à des médicaments. Et du coup, il y en a un qui bosse dans un glacier, je crois, un petit glacier itinérant dans un parc, et l'autre qui bosse au bowling du coin. Et du coup, les gamins sont vraiment sans le sou parce qu'ils quittent leur boulot quasiment tous les soirs pour aller récupérer la mère qui est une épave. Voilà, et qu'ils aimeraient bien qu'elle retourne dans un lieu de réhabilitation. Elle veut pas aller dans une unité psychologique parce que je ne suis pas folle. Oui. Voilà, et comprend pas ça. Et eux sont là en mode, on a aussi envie de vivre nos vies, quoi. Donc il va peut-être falloir qu'on quitte le nid. Et comment on fait pour quitter le nid quand on a un fardeau tel que sa maman qu'on aime. Voilà, le film est très sympa. Pour le coup. Et lui se tient vachement bien. C'est 1h30, qui pareil va aussi rentrer dans un côté cyclique parce que on a la dépendance, on a tout ça. Mais c'est vraiment très frais, ça développe très bien les 3 arcs. Ok. Donc, celui-ci, peut-être que tu en parleras la prochaine fois. Mais, j'en parlerai peut-être la prochaine fois parce que justement, quand on tape tous les films de la compétition et qu'on les trouve moyen nuls, et qu'on loupe le seul que... pour l'instant, ouais, du coup, l'un des seuls que j'ai vraiment bien apprécié, et encore une fois, je le trouve pas non plus exceptionnel, c'est Duel. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Mais Duel, moi je le trouve plutôt correct et plutôt sympa. C'est ça. Hein. Le problème c'est que je trouve que le personnage de Karen Gillian est un peu con. C'est un personnage parce que en fait la façon dont le concept arrive, le concept du double et la façon dont elle se dit tiens ça va peut-être me sauver. Tu te dis mais en fait rien que le concept déjà il est chelou donc pourquoi t'y vas gros? Non, conceptualisons du coup Karen Gillan joue Sarah, c'est ça. C'est ça. Donc une nana qui de toute façon a une vie de merde. Hein. Oui. Ça sent qu'elle est morte, elle s'ennuie, elle appelle son mec qui a j'ai l'impression qu'il est à l'armée, je suis pas certain. Il parle de permission, il parle beaucoup de souvenirs, je t'avoue. Mais voilà, elle lui parle par Skype et dans son appartement tout vide et tout terne. Et elle apprend qu'elle va crever, voilà, qu'elle a une maladie incurable et qu'on lui dit il y a 2% de chance de t'en sortir, mais on apprend rapidement qu'on est dans un futur un petit peu proche, c'est de l'anticipation, et qu'il y a la possibilité, quand tu apprends que tu vas mourir, la loi t'autorise à te cloner pour que après ta mort, ton clone prenne ta place. Mais justement, le concept est un peu con. Hein. Le concept. Quel intérêt t'as à faire ça? Alors ils disent juste c'est pour ne pas laisser tes proches dans la solitude. Oui, mais quand tu te renseignes... c'est ce qu'ils disent après. Quand tu te renseignes un petit peu sur l'agence, tout le monde te dit presque ils prennent ta place et ils sont pas pareils que toi. C'est vrai qu'ils te le vendent comme c'est une éponge totale du truc. Oui, c'est ça. Sauf que ça dépend du temps qu'il te reste à vivre déjà pour savoir si le clone a largement le temps de s'adapter à tes trucs. C'est ça. Il est censé te poser des questions et dès le début, dès qu'elle se fait cloner, alors qu'on lui dit elle fonctionne très bien, vous inquiétez pas. Tu sens qu'il y a un problème. Elle pose des questions en disant ok j'ai hâte c'est quoi ton plat préféré, j'ai hâte de goûter ça, et finalement elle le fait pas, donc elle aime pas les mêmes trucs, et ça commence comme ça, et puis du coup on a 2 rebondissements qui arrivent très rapidement, c'est le principe du film. Le clone prend très vite sa place, donc elle est plus sympa, elle veut aussi se calquer sur les envies sexuelles du mari, là où Sarah dit moi j'aime pas ça, lui il aime, je m'en fous, l'autre fait mais s'il aime faut kiffer, donc le mari lui il kiffe, une nana qui veut faire tout ce qu'il veut, la maman qui elle parle pas, finalement le clone la recontacte, donc du coup le clone prend vraiment sa place en mode elle est plus sympa quand même, elle a plus de joie de vivre, et Sarah apprend qu'en fait elle va pas crever. Oui. Voilà. Et donc la loi veut que si normalement tu n'es pas censé avoir un clone, donc tu es censé le déprogrammer. Et si le clone refuse, il a le droit. Il y a un duel à mort et celui qui survit prend la place. Voilà. Donc ça c'est tout le principe du film. Et donc il y a d'un côté l'entraînement de Sarah qui doit du coup avoir un duel à mort. Qui va rencontrer justement pour l'entraînement Aaron Paul, Trent. Que j'aime beaucoup dans ce film. Qui est très sympa dans ce film. Et du coup de l'autre côté, Sarah aussi qui se pose des questions sur en même temps, ça va me servir à quoi de survivre, sachant que je vais vers quelque chose qui ne sera même plus une vie. Oui. Parce que des gens qui ont goûté à un ailleurs, qui voudront pas me récupérer moi, ça me sert plus à rien, quoi. Donc il y a cette espèce de question existentielle qui est posée mais survolée. Est-ce que je dois tout recommencer? Ouais. Qui est assez intéressant justement, mais moi c'est juste en fait le concept que je trouve hyper intéressant, mais qui a plein de moments je me dis mais il faut vraiment être con. Après c'est pareil, je pense que le film aurait mieux tenu sur 1h, 1h10, oui, c'est ça. Sur 1h30, c'est ça, comme un Dupieux en fait. Comme un Dupieux, ouais, comme on avait sorti l'exemple de l'épisode de Black Mirror, je fais effectivement, parce que ça fait très anticipation à la 4e dimension Black Mirror sur les conséquences des actes. Mais après je suis comme toi, je trouve que le film se suit assez facilement. Il y a des belles idées de mise en scène, il y a des jeux sur les miroirs qui sont intéressants, il y a plein de choses.
s'attendre des trucs, quoi. Et ça s'ouvre sur un combat de duel, tu vois, que moi, Et j'ai ça beaucoup se apprécié. trouve sur un des duels à mort, ouais, qu'on voit. Et qui est assez intéressant et qui nous rentre bien dans le film, Ouais. justement. Contrairement à d'autres films de la compétition. Oui, parce que, qui sont, enfin, surtout que quand tu connais pas le concept, tu Ouais. ne comprends pas ce que t'es en train de voir, donc du coup, ça te laisse sur un mystère C'est et ça ça. te tient vraiment en haleine, quoi. Ça, c'est cool. Contrairement à d'autres films d'action où ils vont te mettre une scène d'action et t'en auras pas pendant 50 minutes Alors, après. par contre, film d'action, ne regardez pas l'affiche dégueulasse qu'ils ont faite pour Oui. le film, parce que t'as vraiment l'impression que c'est un DTV C'est un avec truc qui va Schwarzy, quoi. brûler, quoi. C'est ça. Un truc qui va te brûler dans tous les sens. C'est Non. bien plus, contemplatif et lent, on va dire, mais Et pas dans le mauvais indépendant sens, quoi. américain. Et indépendant américain, ouais. Surtout, la fin, elle va vous décevoir parce que vous attendez pas non plus à un gros clash. Il y en aura pas beaucoup. C'est sûr. C'est vrai qu'on te fait miroiter un climax qui est un petit peu plus décevant. Sinon, est-ce que tu souhaites parler d'autres choses? Alors, dans la compète, non. Parce qu'on a fait le tour de toute façon de ce qu'on a vu pour l'instant. Oui. Il y en aura d'autres avant la fin de semaine, mais qu'est-ce qu'on a vu? Il y a la tour. Ah bon, allons sur la tour. On va aller sur les premières en vrac. La tour, donc film de Guillaume Niclou, puisque Deauville, depuis le confinement et le fait qu'ils avaient plus assez de films en compète, on fait fenêtre sur les cinémas français qu'ils ont décidé de continuer du coup. Ce qui est pas forcément pour nous déplaire. Non, Il y a des belles choses. Il y a des belles choses. Il y a des belles choses et du Guillaume Niclou. Voilà. Là, Guillaume Niclou, déjà, de base, moi, j'avais vu Thalasso et les Confins du Monde que j'avais détesté les deux. J'ai pas détesté Thalasso, mais effectivement, je prenais ça quand même pour un gros film de vieux réac. Oui. Mais je me disais, c'est juste Niclou qui rit de la figure de Houellebecq et de Depardieu sans forcément embrasser ses personnages. Que Oui. j'ai eu tort. J'avais vu Holiday aussi, mais il y a longtemps en salle, donc je me souviens pas énormément du film. Je savais que j'avais bien aimé, mais là, comme ça, je pourrais plus t'en parler, quoi. Moi, ça me dit rien, mais moi, je savais que, déjà, Guillaume Niclou, qui tente le cinéma de genre français avec La Tour, je savais que ça allait donner quelque chose d'assez palpitant. Donc, nous, contextualisons, on est dans CID, le son est beaucoup trop fort, déjà. C'est le gros problème du CID. Oui, le son est beaucoup trop fort, surtout pour les films de genre qui, en plus, comme c'est la seule patine de Guillaume Niclot pour te donner un petit peu de frisson, et ben il pousse les potards à fond aussi. Enfin, tu sens qu'il maîtrise pas les codes et que Non. du coup c'est un film ultra criard, quoi. Ah non, mais ça gueule tout le ça temps. ressort tous les trucs qu'on faisait il y a 20 ans et où on s'est dit on va peut-être arrêter de faire du jumpscare à tout va et du gueulard, quoi. Enfin, il y a pas de jumpscare dans celui-là, mais ça gueule, quoi. Non, il y a pas de jumpscare, mais par contre, des fois, il te fout de la musique techno, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que j'apprécie beaucoup la musique techno, et avec le son du CID, bah, franchement, c'était ça le moment de divertissement que je trouvais à me donner. Trop fort, mais effectivement, dans l'idée, c'est sympa. Dans l'idée, c'est sympa. Mais ouais. Mais après ça, voilà, ça joue vraiment mal. La tour, donc du coup, pour expliquer rapidement, c'est donc une tour vraiment pensée par d'immeubles cités, je veux dire, c'est clairement Ouais, ça, c'est ça, qui se retrouve isolée. Et ça, enfin, on va y revenir, ça ne sert strictement à rien, puisque Oui. c'est pas ce que le film raconte. Mais donc du coup, c'est tout à coup, c'est même pas une brume, on sait pas trop, c'est le truc est entouré de noir, et on peut plus sortir. Tout ce qu'on met disparaît, si on met notre main dehors, notre main est coupée. C'est Oui, vraiment voilà, voilà, comme si on passait sur un sabre laser. c'est ça. Et, C'est ça, hein. et sauf que du coup les habitants concomitants décident de ne pas discuter entre eux de qu'est-ce qu'on crée, mais décident de s'entretuer dès le début, mais d'une manière très sympathique, c'est-à-dire les noirs qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent entre eux et puis ils vont piller les appartes et ils vont violer les meufs et les transformer en esclaves. Les arabes eux aussi pareil, ils vont aller piller mais les autres parties parce qu'ils vont pas se mêler aux noirs. Et les blancs ils vont se mettre entre eux parce que les blancs c'est les pauvres victimes qui ont vraiment subi pendant des années les exactions des vilains délinquants noirs et vilains délinquants arabes. Donc ils se mettent entre eux et disent qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour survivre. Il y a strictement aucune nuance. Il y a pas de moment où tu peux montrer par exemple des familles justement qui subissent aussi les délinquants et qui sont d'affiliation arabe ou noire, qui disent oui on sait très bien que ces mecs là ils dealent et ça nous fait chier, mais il y a aussi il peut y avoir des petites merdes dans les blancs qui sont aussi délinquants que et qui ont vécu dans les mêmes barres d'immeubles. Non c'est vraiment c'est grand. Alors j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, après on va réexpliquer un peu parce que là on donne pas trop de contextualisation. J'ai l'impression que Guillaume Niclou a voulu dire, ça s'était fait, ça lui est venu du confinement, ça c'est sûr. Je pense qu'il veut clairement dire, si demain le monde implose et que on est censé s'entraider les uns les autres, vu que vous n'avez jamais communiqué avec les personnes qui habitent dans le même logement que vous, et que vous avez créé juste des communautés, voilà ce qui va se passer, vous n'arriverez pas à vous entendre. J'ai l'impression que c'est ce qu'il est peut-être venu. Je pense que c'est ça, parce que quand tu vois le déroulé du film. Oui, parce qu'en plus, le mec a quand même engagé des acteurs noirs et arabes pour jouer ça, donc je pense qu'il leur a quand même vendu une carotte, il leur a pas juste dire, je vais dire dans mon film que vous êtes tous des merdes, des voleurs, des violeurs. Mais sauf que c'est j'avais montré quoi dès le début on qu'ils ne peuvent pas communiquer et puis direct c'est on va aller buter les blancs pour voler leurs chiens et les manger, tu vois, et les blancs les sales noirs ils veulent rendre nos femmes esclaves pour les engrosser. Mais attends, mais on est où là?
Oui. On est où, quoi? Non, mais parce que le truc, c'est que le concept en soi, il est pas mal. Ben, en plus, que je me dis, est-ce que il y a besoin de faire de la SF pour ça? Au début du film, tout début du film, donc là, je ne spoil rien. De la SF? Non, enfin, de la SF, ou de l'anticipation, de l'horreur, anticipation. Enfin, en tout cas, de rajouter un élément fantastique. Au début du film, une chose qui déclenche, on a un personnage, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette jeune fille, qui, elle, pour le coup, est à peu près neutre, on va dire. Elle passe même, d'ailleurs, d'un côté à l'autre et tout. Elle a beau être noire, elle arrive à un moment à se faire accepter par la troupe blanche. Comme le haïtien d'ailleurs, mais ça c'est tellement un cliché stéréotypé horrible. On a un haïtien qui fait du vaudou là. C'est horrible. Enfin, bref. Donc on a cette personne-là qui elle est avec son petit frère et au début elle essaie de se barrer et on a un jeune donc des clans des noirs qui monte et il a je crois enfin c'est une espèce de barre un peu affûtée, il est en train de monter et au moment où elle descend, le gamin court après un chat je crois pour le rattraper. Oui. Et il court dans l'escalier et il se fait empaler. Il se fait empaler, l'enfant meurt. Une séquence de comédie absolument incroyable. C'est assez... Et voilà. Et donc tu vois ça, le gamin meurt empalé là-dedans. Et moi je me dis, bah tu vois, tu peux tout à fait déclencher le film à partir de là. Oui. Il y a eu un X, il y a eu un mort, et là, toutes les tensions explosent. Oui. T'as pas besoin d'isoler le truc, de mettre un truc de SF qui n'est utilisé que au début pour dire qu'on n'a pas le droit de sortir. Et on va du coup perdre l'électricité, l'eau et tout ça. Et c'est jamais réexploité une seule autre fois dans le film. Non mais c'est... Et le pire c'est que c'est tellement amené de façon... abrupte et c'est pas préparé parce que pour moi le gamin ça allait être un personnage principal du film. C'était tellement misé sur et ça. C'est vrai que c'est pas amené comme un twist donc il meurt et c'est tout quoi. Il meurt, on en reparle 2 scènes après et puis oublié. Surtout qu'en fait on fait des ellipses de temps qui sont au bout d'un moment c'est trop. Et alors c'est assez particulier aussi, on parlait de Body Part tout à l'heure, de se dire que bon il y a une partie, un moment, donc si il y a des ellipses un peu bizarres, effectivement, il y en a une qui se passe 5 ans plus tard, où en gros ce qu'ils font c'est qu'il y en a, grâce aux haïtiens, qui se sont transformés en secte qui bouffent les bébés, et du coup ils demandent aux femmes de cette secte d'être engrossées régulièrement, voilà on va dire le terme, pour justement fournir des gosses à bouffer. Et les personnages qui font pas ça, c'est des personnages de mère. Donc les personnages féminins, soit c'est des mères porteuses, soit ce sont des personnages qui, même si elles refusent d'entrer là-dedans, vont accepter d'adopter, de sauver des enfants et de se sentir maman. Elles ne servent qu'à ça. Ah oui. C'est assez honteux l'écriture des personnages féminins, mais même tous en général. Et même le personnage principal devient maman à la fin. Voilà, c'est ça, c'est horrible. Et on parlait d'effets catalogue tout à l'heure, je sais plus sur quel, sur One and Hot Night, sur le premier film de la compète qu'on a mentionné. Oui. Voilà. 1800 Hot Night, on va dire ça comme ça. Et on parlait d'effets catalogue dans les stéréotypes. Là, c'est horrible. Là, il y a des scènes vraiment où il y a une scène où il y a un gars qui passe et qui dit, qui fait du porte-à-porte en disant j'ai du riz. Est-ce que vous avez quelque chose à m'échanger contre mon riz? Et il va voir une nana qui est infirmière de profession. Il lui dit bah tu me donnes 2 Doliprane parce que j'en ai pas, je te file du riz. Et là, elle se met à poil. Elle fait tu sais très bien ce que je veux moi. Et en fait, on apprend qu'elle se prostitue pour du shit. Oui. T'attendais une drogue dure, je fais, est-ce qu'on est obligé vraiment de mettre ce passage où elle se fout à poil? Moi, tu sais, moi, ce que je veux, non, tu n'auras pas mon shit. Et c'est vraiment, et après, il y a plein de passages comme ça où ils enchaînent les stéréotypes de personnages pour dire, le moment où ils sont là, il fait, Grégory, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais des combats de chiens au sous-sol? Mais ça sort de nulle part, on ne réexploite pas le truc. On te dit qu'après les chiens, au final, ils les bouffent, tu vois. Et à un moment, il te mentionne que ils font des combats parce que c'est des vilains, ils entraînent les chiens pour devenir des molosses. Mais je pense qu'ils se sont marrés en écrivant le scénario. Et je suis pas sûr parce que Niklou avait l'air, quand il l'a présenté, il disait que ça lui tenait à cœur. Il avait l'air défoncé déjà de base. Oui, mais il avait ils avaient l'air d'être sérieux dans la démarche. Et puis le film, je trouve pas que ce soit très comique. J'ai pas l'impression que pour moi, le film se prend très au sérieux. Oui, donc peut-être, mais donc alors la tour est le fleuve noir de cette année. C'est ça. J'aimerais bien voir Fleuve Noir d'ailleurs. Faudrait que je le voie un jour. Ça va être un sacré cadeau quoi. Bah oui, mais parce que si tu me dis que, parce que moi vraiment, il y a tellement un ramassis de clichés et de trucs que je me dis mais ils ont dû se dire au bout d'un moment allez. C'est pas l'impression que ça va donner. Après peut-être que je me trompe, mais c'est pas l'impression que ça va donner. Je pense que je sais pas si c'est Niklou qui a écrit le film. Ah, ça à revérifier ça. Parce que en plus je l'ai crédité quand j'ai écrit parce que si c'est pas lui, ça tombe, c'est 2 scénaristes qui se sont dit bon allez on va prendre ça. Et Niklou a récupéré et on a fait quelque chose de sérieux, ce qui peut être possible. C'est possible aussi, ouais. Mais regardez Attack the Block plutôt, c'est sympa. Hein? Regardez plutôt Attack the Block de Joe Cornish. Voilà. Il y a une cité, il y a des enfants de couleur qui se battent contre des aliens et c'est fun et c'est pas des clichés. Oui. Que demande le peuple? Il y a pas besoin d'aller aussi loin dans la démarche. C'est ça.
Est-ce que tu souhaites parler d'autre chose ou est-ce qu'on peut conclure cette première partie Ouais, je pense vite fait Armageddon Time, c'était très sympa. Que je n'ai pas vu. Voilà, si vous aimez James Gray, vous ne serez pas très surpris, mais ça reste du bel orfèvre. Tu m'as dit que c'était dans la même veine que The Yard. Ouais, plus de The Yard, ouais. Plutôt que Lost City of Z et Ad Astra. Voilà, qu'est-ce qu'on peut... Call Jane, qui était plutôt sympathique aussi voilà, pour Jane, ouvrir le festival. Ouais, c'est ça, en ouverture qui va traiter de du groupe qui s'appelait les Janes aussi, qui était un groupe du coup qui faisait des avortements clandestins avant les années Nixon, où on a eu du coup le planning familial qui s'est mis en place et donc l'avortement qui a été légalisé aux États-Unis. Voilà, c'est important d'en parler maintenant. Oui, après, le film le fait pas non plus extrêmement bien. Le film le fait pour les Américains, quoi. C'est fait pour ne pas choquer, donc ça va pas secouer grand monde, mais ça va peut-être leur rappeler qu'il est temps de se bouger le cul pour plutôt sauvegarder leur droit que de laisser une Cour suprême décider à leur place. C'est ça, et ça peut aussi aider à avoir un nouvel éveil, justement. Oui, voilà. De révolution, ça m'a beaucoup fait penser à Scandale dans le traitement. Oui. Genre, Scandale, moi, tu vois, c'est ce que je me dis. Moi, je vois ça, je me dis, ouais, bon, c'est déjà tout ça, effectivement, ça nous apporte rien. Mais j'ai quand même beaucoup de personnes qui se sont senties très touchées par le film et ça les a fait réfléchir sur MeToo, sur tout ça. Donc, ce film peut avoir une utilité. Ouais, c'est ça. Donc, faut pas le nier, quoi. Après, ça reste très classique dans la forme, mais bon, voilà, il y a Elizabeth Banks et Sigourney Weaver. Et Sigourney Weaver, et elle est cool. Ouais, mais toujours cool. Pour moi, les deux sont cool, hein. Pour moi, les deux sont Elizabeth Banks, je l'ai vraiment trouvé bien. un peu en retrait, mais je trouve que c'est le rôle qui voulait ça aussi. Ouais. Mais oui, effectivement, les deux sont très cool. Voilà, c'était nos petits avis sur les films présentés dans la première partie de Deauville. On se retrouve, je sais pas si à la fin de ce podcast ou alors dans un autre podcast le mois prochain pour parler des prochains films, je sais pas. Ça va faire une dichotomie quand même avec le ton habituel de tes podcasts. Là, on est tout calme, on est tout posé. Ah oui, on est tout calme. C'est la version papy tisane. Mais après, là, on n'est pas à distance. On est face à face. C'est comme une vraie discussion. Donc, je sais pas si ça vous a plu, mais je sais que moi, les podcasts en présentiel, ça commence à me titiller. Sponsorisé par le caviste du coin. J'essaie d'avoir des réductions. Oui. Mais merde, si on publie ça après Deauville, pour l'année prochaine. Nous aimerions avoir des réductions sur les bouteilles de vin que tu vends un petit peu trop cher, cher caviste. Mais qui sont très bonnes. Oui, ça va, on sait pas non plus, ce n'était pas désagréable comme expérience. Voilà, exactement. Mais n'hésitez pas à aller suivre nos articles communs sur les films de Deauville pour en savoir un petit peu plus sur nos avis. Donc les articles de Thierry sont sur onsefaitunciné.fr ou comme. On se fait un ciné, bref. Et les miens, vous savez directement où aller, tout est dans la description. Voilà, des bisous. Mais merde! Debout, vilain pionceur! T'es en retard! Voilà ce que c'est que d'être un esclave. Des milliards de gens qui mènent leur petite vie anonyme. Je crois plutôt que tu veux un verre. Qu'en dites-vous, juge? Ben, pourquoi pas? Ça ne me dérange pas de prolonger l'exécution. De retour de Deauville, ça s'est très bien passé, hein. Là j'ai rien glandé pendant 1 mois et demi, c'était super. On est là, on est ici maintenant pour vous parler du dernier film de cet épisode avant de passer au Monsieur Personne qui va ne pas être remporté par Mathias. On va parler de Joël Seria et de son film Mais ne nous délivrez pas du mal. Anne et Laura sont 2 jeunes adolescentes élevées dans un pensionnat religieux. Filles de nobles, elles s'adonnent à diverses lectures perverses, contraires à la bienséance. En vouant un véritable culte à Satan, elles répandent le mal autour d'elles. C'est Halloween Ends en fait. Non, c'est le film qu'a proposé Mathias en gagnant le précédent Monsieur Personne. Mathias, je te laisse nous dire ce que tu as pensé et nous présenter le film, je t'en prie. Alors déjà, je l'avais proposé parce que ça détonnait, on va dire, avec les autres films qui ont
ont été proposés précédemment, que ce soit par moi ou par d'autres personnes. Deuxièmement, parce que c'était un film français, qu'en termes de cinéma de genre, mais même en termes de cinéma français tout court, que ce soit à l'époque, c'est un film des années 70. C'est un film vraiment, à part, on va dire, dans ce paysage-là, même encore aujourd'hui. Pour ainsi dire, le film a été réédité là, donc, récemment par les éditions Montparnasse, mais c'est vrai que globalement, ça reste un peu une rareté, un peu ce qu'on peut considérer presque comme un ovni cinématographique, filmique. Et de toute façon, c'est exactement ce qu'est le film. Moi, quand je l'avais vu, je savais pas trop à quoi m'attendre à part ce résumé-là. Et on est pris dedans, ce mélange entre cinéma un peu présentant des filles, enfin des deux petites filles, des deux adolescentes, on va dire. Voilà, en fait, c'est bien parce que c'est un film où on sait jamais à quoi s'attendre. Là, j'ai bugué? Ouais, t'as bugué un petit peu, mais t'inquiète pas, avec ton audio ça va aller. Non, mais avec ton audio ça va aller. Ok. Voilà, on sait jamais à quoi s'attendre. C'est un film très déconcertant, on va dire. Donc Joël Seria, pour savoir, c'est un cinéaste qui a déjà un peu abordé ces questions un peu liées aux personnages qui sont soumis à certaines perversités ou qui vont avoir, un peu comme ça, je pense à un film que je connais, que je n'ai pas vu, mais Les Galettes de Pont d'Avant, je sais que quelques scènes un peu torrides, on va dire, pour ainsi dire. Là, c'est le cas dans ce film-là, même si c'est peut-être pas le terme qu'on pourrait envisager. Et je crois que j'ai jamais vu dans un film, justement, cette espèce de ambiguïté un peu avec ces personnages d'adolescentes qui, quelque part, souffrent d'être de cette manière-là et en même temps emmènent un peu les différents protagonistes qu'elles vont croiser au fur et à mesure. Que ce soit, on pense aux pauvres, enfin c'est quoi, c'est un fermier, je crois. Enfin, on a différents types de personnages. L'autostoppeur également qui finit mal. Enfin voilà, et puis c'est bien parce que ça pousse le spectateur à se demander si ces personnages-là l'ont bien cherché. En même temps, ces deux adolescentes qui sont tentées par le mal sont pas toutes blanches également. En même temps, on a quand même envie de les comprendre. Puis arrive cette dernière séquence que je trouve absolument formidable. En soi et attendue puisque c'est je sais pas si c'est l'affiche, mais en tout cas c'était la jaquette du DVD moi que j'avais, donc de la version restaurée. Donc, deux petites filles avec un plan où elles sont en train de prendre feu. Donc on se doute que ça va se terminer de cette manière, mais ouais, c'est l'affiche aussi. Donc voilà, donc ils ont gardé l'affiche originale. Voilà, donc finalement, même si on sait comment que ça va mal se terminer, quoi qu'il arrive, on ne sait pas forcément pourquoi ça arrive. Et ouais, c'est vraiment un film que je trouve, je disais, ouais, dans les années 70, un film qui dispose vraiment d'une force. Donc c'est sûr que c'est un film que j'invite à regarder, surtout si vous aimez ce type de cinéma-là, un cinéma un peu bis, un cinéma même un peu de genre, un cinéma français des années 70, avec des cinéastes donc, comme Joël Seria. Ça détonne. Aujourd'hui, je pense qu'on serait plus vraiment capable de faire ce type de film. Hein. C'est pas que le cinéma français, c'est le cinéma tout court. Avoir les couilles de faire un film comme ça, je pense qu'il faut quand même le faire. Là, le réalisateur l'avait vraiment. Ouais, il faut savoir ce qu'on regarde bien sûr à l'avance. C'est un film, c'est dur quand même, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est un film que je conseille à regarder. Évident, et je suis content de vous l'avoir proposé. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, à part Will qui avait dit son avis. Donc j'ai hâte de découvrir votre avis en direct. Bah justement, on va te laisser le suspense. Will, je t'en prie. Alors, c'est un film que j'ai vu quand même il y a 6 mois, je pense, donc ça remonte, mais j'ai vraiment bien aimé. C'est une proposition intéressante. Alors, ce que j'ai trouvé plutôt pas mal dans le film, c'est le mélange horrifique et drame, quoi. C'est plutôt bien amené, surtout en fait sur la psychologie des deux filles. Ont conscience de ce qu'elles font, mais continuent d'agir en fait de façon innocente. C'est pour ça que ça m'a un peu rappelé Les Révoltés de l'an 2000, le film mexicain, où c'était un petit peu pareil. Les enfants avaient conscience de ce qu'ils faisaient, mais continuaient de garder un peu leur air innocent. Donc, au final, voilà, finalement, on n'est pas nécessairement amené
elle est détestée, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, sinon, le film est bien fait. Hein. Donc il y a des scènes plutôt marquantes. Esthétiquement, c'est bien fait. Voilà, après, j'ai pas forcément plus de choses à rajouter dessus, je dois bien avouer. Mais en tout cas, j'ai vraiment passé un bon moment devant. Et pour être honnête, je connaissais même pas l'existence du film avant que Mathias le mentionne. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Bah alors moi, je dois avouer que je pense être celui dans l'équipe qui a un peu moins accroché au film. Ça n'empêche que voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. Enfin, c'est pareil, c'est entre guillemets. Mais j'ai pas trouvé le film nul ou moyen. Enfin, pour moi, c'est un film correct. Je dois avouer que par contre, Jeanne Goupil, elle est vraiment très bluffante dans son rôle. Contrairement à Catherine C'est vrai. Wagener, ouais, ça doit être comme ça, qui elle est un peu plus entrée et qui a un rôle de blonde qui manque un peu de psychologie. Mais heureusement qu'après. Enfin, je veux dire qu'elle a du mal à exister face à Jeanne Goupil qui m'a vraiment bluffé pendant tout le film. Après, pareil dans le truc. Dans ce qui m'a un peu comment dire moins pas putain je galère ce qui m'a un peu ouais non, je sais pas ce qui m'arrive dans ce qui m'a un peu gêné dans le film, c'est qu'en fait j'y ai vu des références modernes qui ont fait que bah j'étais pas très surpris par la proposition. En gros, le film il m'a fait penser à Bruno Redal pour plusieurs raisons, notamment l'aspect avec la religion et le fait que ça parle de sexe, de sexualité, etc. Donc j'ai pensé à Bruno Redal qui, je pense, s'est inspiré de ce film, du coup, pour certaines scènes qui m'ont assez frappé. Et également, ça m'a rappelé, et ça c'est peut-être un peu plus obscur parce que, en fait, je regarde les films et je fais, mais c'est merde, l'histoire elle est quasi similaire à un autre, mais j'arrive pas à trouver le film. Et heureusement, il y a des gens sur internet qui sont été comme moi et qui ont trouvé que le film avait une histoire quasi similaire à Créature céleste de Peter Jackson. Ah, d'accord. Et ce qui a fait qu'en fait, bah, j'avais l'impression de voir à peu près la même chose. Après, voilà, c'est deux films qui se sont peut-être inspirés de ce film, du coup, pour. Mais je crois que Créature Céleste, c'est un remake. Hein. Enfin, plus ou moins officiel, quoi. Ah, bah, première c'est nouvelle. ce que j'ai lu, hein, mais. Ok, d'accord. Ok, bon bah ceci expliquerait cela. Après, je dois avouer que la descente aux enfers, enfin la lente descente aux enfers des deux adolescentes est plutôt sublimée par une dernière scène, par la dernière scène en fait. Enfin, pour moi, la dernière scène, elle fait vraiment tout le film. Enfin, c'est vraiment la scène qui va te rester en mémoire et qui va te faire rappeler du film en plutôt bien comme un bon souvenir. Mais après, pour moi, le film a plus d'impact à l'époque où c'est sorti. Et je comprends du coup la proposition, la démarche et le statut un peu ovni, rareté, un peu culte pour ceux qui l'ont vu. Mais je dois avouer que dans ces derniers temps où la violence, la religion, etc., est beaucoup moins soit représentée ou alors trop représentée, dans le sens où bah, la religion a un peu moins d'impact en 2022 qu'à l'époque. Et la violence, on en voit beaucoup trop en ce moment et depuis des années, etc., qu'on est un peu trop habitué à voir ce genre d'action, ou à connaître ce genre d'action. Donc c'est ce qui m'a un peu rebuté. Mais bon, après, c'est un film que je vous encouragerais à voir pour justement le remettre dans son époque et pour aussi voir quelque chose qui change un peu de l'habituel. En tout cas, je suis pas dégoûté de l'avoir vu, Mathias, et au contraire, je t'en suis plutôt reconnaissant parce que c'est quand même quelque chose à découvrir. Et pour terminer, Vince. Eh bien, moi c'est pareil, je connaissais pas du tout l'existence du film, donc c'est cool de l'avoir proposé. Et effectivement, dans le même temps, il y a une très belle version restaurée qui a été éditée. Euh, j'ai bien aimé. Je trouve comme toi, Loane, que Jeanne Goupil est vraiment très convaincante dans son rôle. J'aime bien aussi le fait que
dans leurs actions, elles ont vraiment envie d'être déviantes et de faire des trucs très osés, extrêmes, etc. Et elles essayent de pousser le curseur toujours plus loin, etc., petit à petit, jusqu'à ce que ça dérape, qu'elles perdent le contrôle et qu'elles se disent, oula, qu'est-ce qu'on fait là? Non, non, il faut stopper tout de suite. Donc il se passe un truc grave. Et sauf qu'au bout d'un moment, elles perdent vraiment, vraiment le contrôle. Mais c'est ça que j'ai trouvé plutôt intéressant. Effectivement, la fin est assez marquante pour des raisons évidentes. Maintenant, j'ai pas non plus trouvé que c'était particulièrement incroyable ou passionnant, mais c'était un film intéressant qui, effectivement, dans son contexte de l'époque, a dû un petit peu déranger certaines personnes. Voilà. Donc, chouette découverte, franchement, petite curiosité très sympa. J'en garderai pas un souvenir impérissable, mais c'était cool. Est-ce que Mathias, tu veux rajouter quelque chose ou... Non, je suis content que vous ayez apprécié le film, hein. Ben, c'est bien, je disais, le film va peut-être diviser, mais en soi, il a pas divisé. Peut-être si on avait été un peu plus de monde, peut-être. Mais Après, après, on est 4 personnes qui a beaucoup aimé le cinéma de genre en général. ouais, voilà, c'est ça globalement. Mais je pense que tu montres ça à quelqu'un qui est habitué à un autre genre de cinéma. Je Oui, pense qu'il y a... ça surtout. Et on n'est Bien pas qu'il regarde que du cadeau cinéma grand pratiquement public. aussi. Ouais, c'est ça. Oui, ah oui. Petite projection Ouais, en c'est église, clair. on va organiser ça d'ici... Ça va être un peu chaud là. Ouais. C'était la fin de cette séance cinéma qui est assez courte, mais bon, comme l'épisode 9 en général, quoi. On va maintenant passer à la dernière partie de cette émission, c'est le fameux Monsieur Personne. Comment oses-tu me tourner le dos? Esclave! Tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes. Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Si jamais maintenant je vais mettre les règles en description de l'épisode, comme ça au moins vous avez les règles, vous pouvez les lire, vous pouvez savoir c'est quoi les questions interdites. Et bah écoutez, on va commencer. J'ai pas trop bugué. On fait Vince, Mathias, Will. Vince, Mathias, Will. Et ça marche. Bah, je t'en prie. Eh ben, est-ce que c'est un film sorti entre 2000 et 2010? Non. Mathias. Que c'est un film sorti entre 2010 et maintenant. Non. Will. Que c'est un film des années 80. Non. Vince. Est-ce qu'il est sorti dans les années 90? Non. Mathias. Que c'est un film des années 50. Oui. Will. Ah bah c'est intéressant. Alors attends, parce que le problème c'est que si je pose une question que je me loupe sur la proposition, ça va avantager certains. En vrai, si vous voulez gagner, il faut faire ce genre de choses. Ah, attends, est-ce que c'est un film français? On a le droit de poser la Oui, il y a nationalité. droit, il y a droit. Ok. La nationalité, oui, c'est pas... Il me semble que... Oui, non, c'est bon. Ok. Non, c'est pas français. D'accord. C'est pas français. Est-ce que c'est un film avec Henri Fonda? Donc pas en perso principal, hein. Non. Mathias. Est-ce que c'est un film asiatique? Non. Will. Attends. Je suis content. Je réfléchis là. Ah bah oui, mais il fallait. Hein. Est-ce que... Est-ce qu'il y a James Stewart dans le film? Alors, tac. Non. D'accord. Est-ce qu'il y a Natalie Wood dans le film? Non. Mathias. Est-ce que... Bah, je continue sur la nationalité. Est-ce que c'est un film italien? Oui. Will. Ah. La tête de Will se décompose. Attends. Est-ce que
Mais attendez, là, c'est... Wow. Ah, non, mais moi, j'applaudis. Est-ce que le titre du film... Ok, non, attends, je vais reformuler. Le film a évidemment un titre de film, oui. Non, j'avais... est-ce que c'est un film d'Antonioni? Non, mais on n'a pas le droit de demander le réalisateur. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ah merde. Ah la vache. Moi, j'ai déjà une petite idée. On Attends, passe direct à Vince. Hein. Vince. Un film italien. Wow. Est-ce que c'est un film avec une romance à l'intérieur? Pas un film romantique, mais avec une romance. 2 secondes. Il sait pas. Peut-être. c'est ça. Mathias. Alors, est-ce que c'est un film inspiré d'un mythe? Vous m'en demandez trop là. Je ne sais pas. Will. Ouais. Non, mais c'est pas le cas. Est-ce que la musique du film a été composée par Nino Rota? Le compositeur, on a le droit? Il n'y a pas le droit. Hein. Non, il n'y a pas le droit. Il n'y a plus le droit maintenant. Il n'y a pas le droit, hein. Pas dans les règles. C'est interdit depuis le... C'est interdit depuis le précédent épisode. Ah merde, j'étais pas au courant. J'ai pas changé le que je vous ai envoyé, mais sinon... Ça va être chaud par contre. Attends, parce que... Le jour, il y a un moment pour vous aider, je peux dire que vous avez le droit de faire de demander certains trucs, mais pour l'instant non. Ouais, d'accord. Est-ce Oui, que... je peux poser, t'inquiète. Dans la romance, t'avais dit oui, Louane? Il a dit peut-être. Ok. Je vais pas me taper tout le synopsis Wikipédia. Waouh. Mais Will, tu peux reposer une question. Ok, est-ce que un des acteurs est-ce qu'il sait parler français également? Est-ce qu'il a genre une double nationalité par exemple? L'un des acteurs ou l'acteur principal? Bah, Un des acteurs, il a dit. Un des acteurs, ouais. Pas nécessairement l'acteur principal. Alors... Mais un acteur connu, hein, je parle. Non, vraiment du coup. Ok. Vince. Oh la vache, est-ce que c'est un film... Est-ce que c'est un film que tu trouves drôle? Je sais pas, j'ai pas vu. Oh la vache. C'est vrai. Ah, du coup, il a droit à une autre question, Vince. Vas-y. J'attendais que vous me posiez la question, est-ce que tu as vu ce film? Et j'aurais dit non. Ouais, mais là, on est bien avancé. C'est du génie, putain. En fait, j'ai une idée là. En fait, j'ai pas. Moi aussi. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu une scène du film. Mais Et après, et en soi, si je dois répondre à ta question pour éviter que tu t'en reposes une de Vince, ce n'est pas un film qu'on pourrait catégoriser comme une comédie de base. Ah. Voilà. De base. Non, pas de base, enlever le de base, mais c'est pas une comédie à la base du film. Enfin, après, je sais pas écoute, si ça parle dedans, mais... on va prendre cette question, enfin cette réponse pour ma question. Voilà. On passe. Du coup, moi, je vais te poser, est-ce que le film se passe sur une île? Tu m'en poses des questions, mais... non, c'est pas ce qui me vient tout de suite quand je regarde Wikipédia, on va dire. Ok, non. Will. Élimine encore. Est-ce que le titre du film fait référence à un volcan? Je vois de quoi tu parles. Mais on a fait le même film, Will. Vous avez fait le même là. Mais logiquement, c'est mort, c'est pas bon. À moins que l'autre se soit foiré. Non, c'est pas ça. Ah d'accord. Est-ce que le réalisateur est réputé? Alors, je dirais plutôt oui. Oui. Attends, c'est plutôt oui ou genre un oui franc? Oui, mais Ouais, c'est bon. réputé dans le sens où il faut être quand même un peu néophyte. Non, mais d'accord, mais je veux dire, il est connu, quoi, c'est pas... Elle est bizarre, la réponse. En gros, il est connu pour, si jamais... Pour les cinéphiles. Pour les cinéphiles aguerris du cinéma italien. Oui, bon, d'accord.
Voilà. D'accord, bah, c'est pas... Ok. Non, mais c'est à moi, là. C'est à Mathias, oui. Est-ce que le film dure 1h55? Il y a le droit, je sais plus s'il y a le droit de durer. Oui. Très bonne. 1h55, c'est ça? Ouais. Non. Ok. Alors, pas de proposition, du coup. Will? Est-ce que le film dure moins d'1h30? Oui. Alors, je peux... Ah ouais, non, Oui, attends. tu peux proposer. Je peux pas te poser Tu peux, deuxième tu question. peux. Alors, est-ce qu'il s'agit du film Umberto D? Ah, le bâtard. Oh. Oh Ah, bravo. Bravo. J'aurais pu l'avoir aussi, mais bon. Bah, j'adore, Ouais, moi aussi, j'adore le Bravo. film. Ouais, c'est un Bravo. beau film. Ouais, j'étais En pas du gros, tout j'attendais dessus. que vous posiez des questions, mais en gros, j'ai pas vu le film, mais je sais que vous trois, vous l'avez vu. Et donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai même acheté le Blu-ray l'année dernière. Le film de Vittorio De Sica, qui, voilà, tu vois, Ouais. quand tu parles du nom comme ça, les gens, ils savent peut-être pas trop c'est qui, mais quand tu t'y connais un petit peu en cinéma italien... Ah ouais, Bah, c'est le voleur de bicyclette. C'est un monstre, hein. Vittorio De Sica est très fort. Tu vois, c'est pas Antonioni, tu vois. Antonioni, non, c'est mais déjà c'est un peu vrai. plus connu, quoi. Ouais. Mais voilà, c'était Umberto D, que j'avais vu une scène à l'époque à la fac. Et dont une romance me disait pas trop, mais voilà. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Ah, j'étais à deux doigts, en vrai, j'y ai pensé en plus. Je me suis dit, Purée. film des années 50 italien, ils vont être surpris de mon choix. Ouais, c'est parce que Mathias a demandé, sur la durée, sinon j'aurais pas pensé. Ok. Bon bah, c'est... Est-ce que tu as déjà ton film pour le mois prochain ou tu l'as pas encore? Alors, ouais, je l'ai. Ah, bah vas-y, fais-nous languir. Alors, c'est vraiment le film que je voulais proposer depuis 2 fois. Si j'avais gagné le Monsieur Personne, je l'aurais proposé, mais tant pis. Alors du coup, c'est le film De sang-froid, réalisé par Richard Brooks. Voilà. C'est une adaptation d'un roman de Truman Capote. Et c'est pas très... Enfin, c'est pas un film très joyeux, mais c'est vraiment, vraiment très, très bien. Alors, pour moi, c'est limite un chef-d'œuvre, donc j'espère que ça va vous plaire. Ok. Purée, film de 2h14, tu veux m'assassiner hein. En noir et blanc en plus, en noir et blanc. En noir et blanc, des années 60. Ah ouais. Mon dieu, j'ai regardé Umberto D, moi ça dure 80 minutes. Non mais je pense que tu vas vraiment aimer en plus. Oui, Voir les deux, ouais. Je parle un peu trop vite. Ok, d'accord. Tu veux pas qu'on regarde le 200 froid de Penelope Ferris fait en 1986 qui dure 1h30 avec Charlie Sheen. Allez, c'est parti. Bon bah on se retrouve. Alors ça sera pas pour le Monsieur Personne, enfin ce sera pas pour le C'est quoi le cinéma de 10, hein, celui qui arrive juste après celui-là, mais ce sera pour l'épisode 11. Hein. Étant donné qu'on va tourner l'épisode 10 le lendemain qu'on tourne cet épisode. Donc on n'aura pas le temps de voir le film. Hein. Spécial Halloween. Voilà, spécial Halloween, on va parler de John Carpenter. Ça va pour le plus grand plaisir de Vince. Ben voilà, c'est la fin de cet épisode 9 qui fut très court, mais en même temps, c'est pas pour me déplaire, hein, on va se l'avouer. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir certains films qui sont encore actuellement au ciné et de découvrir, mais ne nous délivrez pas du mal proposé par Mathias. On se retrouve de toute façon très très vite pour l'épisode spécial Halloween et on se tient au courant pour les prochains épisodes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller nous suivre. Merci Vince pour ta participation. Eh ben merci à tous et à bientôt. Au revoir Mathias. Au revoir. Salut Will. Salut. Et à la prochaine pour les épisodes. C'était la fin d'épisode la plus sinistre et morose. Bref, à bientôt. Salut. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir? Mais pas du tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2, les enfants. On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment. Eh,
Vous croyez pouvoir te tirer sans dire au revoir? D'accord. La prochaine fois, c'est moi qui conduis.